Bonsoir, bonsoir. Êtes-vous prêts? Vous êtes à l'heure, en tout cas, parfaitement à l'heure. Permettez-moi, avant toute chose, de vous souhaiter une très bonne année 2015. Il y en a beaucoup que j'ai vus déjà, donc je vous adresse tous mes voeux pour cette nouvelle année, qui commence curieusement pour nous sous le signe du bonheur. On pourrait penser que le thème que nous avons choisi est à la fois plus que jamais décalé et plus que jamais pertinent. J'ai envie de dire décalé, évidemment, compte tenu des événements qui se sont déroulés la semaine dernière et qui nous montrent combien le bonheur est fugace, fragile, la concorde aussi, et combien le rire peut être un luxe. Et en même temps plus que jamais pertinent parce que justement il nous renvoie toutes et tous à la recherche de quelque chose d'autre que quotidien et la violence. Et ce quelque chose, c'est peut-être le bonheur au-delà de l'unité nationale, la concorde, etc. Donc finalement ce thème est bien choisi. Je crois que d'ailleurs votre affluence en témoigne. Et j'ai envie de dire que l'étape de ce cycle est tombe particulièrement à point nommé. Rémi Pavin, vous succédez à Christophe André, avec qui nous avons soigné notre bonheur, et psychiatre à Sainte-Anne, à un grand pâtissier avec lequel nous avons appris à déguster, à savourer notre bonheur, et un sportif qui nous a invités dans la course au bonheur. Et je crois que ça tombe bien que vous soyez là, puisque vous êtes universitaire et que vous avez un peu de recul sur la notion de bonheur. Et justement, aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de cette mise en perspective, et donc elle tombe à point nommé. Je vous remercie de vous être rendu disponible. Ce soir, nous revenons aux sources mêmes de la notion de bonheur avec votre regard d'historien. Vous avez fait une thèse de 900 pages, me disiez-vous, en 6 ans, c'est ça, 7 ans en fait. 5 ans, rédigé 5 ans, reposé 1 an, et puis vous avez remis votre ardeur à l'ouvrage ensuite. Et puis, pour les besoins de l'éditeur Robert Laffont, vous avez coupé un peu de votre thèse pour nous offrir cette histoire du bonheur en France depuis 1945. Vous allez en effet analyser la variété de ses formes et son évolution depuis la seconde moitié du XXe siècle. Il faudra peut-être nous expliquer d'ailleurs pourquoi vous avez choisi cette date particulière. Vous n'allez pas remonter aux origines. Vous êtes professeur agrégé d'histoire-géographie et docteur en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après des études d'histoire et de sociologie, vous vous spécialisez dans l'histoire sociale et culturelle de la France au XXe siècle. Votre thèse, que vous soutenez en 2010, porte sur les représentations et expériences du bonheur en France après 1945. En 2013, vous publiez l'ouvrage que je viens de montrer chez Robert Laffont, L'histoire du bonheur en France depuis 1945, qui en est issu. Dans votre livre, vous partez du constat que le bonheur est devenu la valeur centrale de la société française. Vous explorez ces différentes conceptions de l'après-guerre à nos jours, bonheur individuel ou bonheur collectif, qui ne se rejoignent pas nécessairement, puisque je disais récemment que dans les sondages, 75% des Français se disent heureux à titre individuel, mais ils sont autant à se considérer malheureux à titre collectif. Alors, donc un vrai paradoxe français ici. Vous analysez le nouvel hédonisme de notre temps, le devoir d'être heureux. Votre étude s'est appuyée sur de nombreux supports, tant scientifiques que personnels, voire intimes, et délivre un véritable bilan du bonheur et de ses représentations depuis l'après-guerre. À ce titre, votre intervention permet de replacer les sens que prend le bonheur aujourd'hui dans notre existence, et donc avec beaucoup d'attention et d'impatience que nous allons vous écouter. Je signale aux fidèles des entretiens d'ici, avant d'oublier de le faire en fin de séance, que le prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 12 mars à 20h toujours, avec les architectes Paul Andreu et Rudy Ricciotti. Ça promet, qui évoqueront cette notion dans le cadre de cet art de l'espace qui investit notre vie quotidienne. Rémi Pavin, je vous laisse la parole pour 3/4 d'heure à peu près d'exposé, après quoi nous aurons un temps d'échange. Merci encore.
Je vous remercie de cette introduction. Je vous remercie également de m'avoir invité ce soir à parler aux entretiens d'ici. Bonjour à tous. Et je vous présente également mes meilleurs vœux pour cette année 2015. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ici s'achève le conte. Le dragon terrassé, les héros ne pourront manquer de vivre pleinement, nous disent implicitement ces récits traditionnels. En réalité, vous le savez, les choses sont un tantinet plus complexes que cela. Mais durant longtemps, dans le monde des chrétiens d'Occident, le bonheur a été jugé comme quelque chose qui allait de soi. Il ne méritait pas qu'on s'y attarde longuement. Alors certes, au XVIIIe siècle, les Lumières avaient beaucoup écrit sur le bonheur. L'aspiration légitime à la poursuite du bonheur figure dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 évoque dans son préambule l'importance du bonheur de tous. Mais en fait, le XIXe siècle résiste massivement à cette idée neuve, comme disait Saint-Just pendant la Révolution, idée neuve qui est déconsidérée par les moralistes, qui lui préfèrent d'autres idéaux beaucoup plus légitimes. Flaubert écrit ainsi, je cite, « Le bonheur est comme la vérole, pris trop tôt, il peut gâter complètement la Constitution. » Tandis qu'il écrit, je cite, « La France a la douleur, a toujours un résultat favorable. » De même, au XXe siècle, Anatole France explique que la bêtise, c'est l'aptitude au bonheur. De nos jours, ces citations vous font sourire. Le bonheur, vous l'avez dit, constitue la norme des normes, la valeur principale auprès de laquelle les autres valeurs tirent leur légitimité. Une large majorité de Français a non seulement légitimé le bonheur, mais encore lui a conféré une place centrale dans les systèmes de croyances, de sens, de valeurs. Il s'agit d'être heureux, le plus heureux possible, et l'aspiration individuelle au bonheur n'a de borne que le bonheur d'autrui. Faire l'histoire du bonheur, par exemple, c'est essayer de comprendre ce bouleversement de l'univers des normes. Alors au départ, il s'agit d'une gageure, d'un pari. Peu d'historiens avaient abordé le sujet, et ce sont les avancées de l'histoire culturelle, notamment celle d'Alain Corbin, que vous connaissez peut-être, qui m'ont permis de réaliser ce projet. Alors, je ne vais pas rentrer trop longuement dans la cuisine de l'historien, ce n'est pas ça qui vous intéresse, mais quand même, je vais un petit peu vous parler des documents sur lesquels je m'appuie. J'utilise les méthodes qu'on utilise en histoire sociale et culturelle des représentations, c'est-à-dire des idées, et j'ai réuni un matériel documentaire assez large et composite pour essayer d'étayer ce que je vais vous dire tout à l'heure. Alors, j'utilise des ouvrages dédiés au bonheur, un peu plus de 11 000 imprimés, dont le titre contient soit bonheur, soit un terme du champ sémantique du bonheur. J'utilise également des films à succès, environ 7 films par année que j'étudie, donc depuis 1945, et puis une centaine de documents écrits par des contemporains du second XXe siècle, documents qui témoignent de l'évolution des valeurs. À propos des mots, justement, que j'ai utilisés, que j'ai retenus dans le champ sémantique du bonheur, j'ai retenu les ouvrages donc, comportant dans leur titre, par ordre alphabétique, allégresse, béatitude, bien-être, contentement, euphorie, extase, félicité, gaieté, joie, jouissance, plaisir, satisfaction, sérénité et volupté. Bonheur, parmi l'ensemble de ces mots, est de loin le terme qui est le plus utilisé jusqu'à nos jours. C'est un terme généraliste et positif qui renvoie aussi bien aux sensations qu'aux émotions, aux sentiments, à la raison, à la passion. Plaisir, joie et bien-être sont ensuite les plus employés. Mais ils ne sont pas exactement synonymes les uns des autres, et chacun désigne en fait une certaine idée de la bonne vie. Leur usage respectif signale en fait l'évolution des idées, des représentations du bonheur. Par exemple, la joie désigne en général un sentiment intérieur, positif, intense et plein. De 1945 à 1974, joie est plus utilisée que plaisir, et c'est le deuxième des termes qui est le plus utilisé dans les ouvrages. Plaisir, lui, en revanche, est plus lié au sens, et il désigne une expérience positive obtenue par un stimulus. Depuis 1974, c'est plaisir qui est plus utilisé, et ça témoigne d'une évolution de l'idée, de la manière dont on conçoit le bonheur. Bien-être, qui est le quatrième des termes les plus utilisés, a paradoxalement pris le sens de bien avoir. Sa construction sémantique, bien-être plutôt que bien avoir, rend hommage à la conception éthique traditionnelle qui veut que l'être soit beaucoup plus légitime, beaucoup plus digne que l'avoir.
Depuis les années 70, la signification du bien-être, qui était jusqu'alors en fait cantonnée à une forme de confort, il y avait presque un synonyme entre bien-être et confort matériel, cette signification s'est enrichie. Désormais, bien-être renvoie à un ensemble de pratiques jugées agréables et centrées sur le corps, et puis bien-être a acquis également une dimension spirituelle. Son emploi de plus en plus fréquent dans les titres d'ouvrages, il a dépassé joie depuis 1995 et il atteint quasiment le niveau de plaisir dans les années 2000, manifeste le caractère aujourd'hui central de cette idée du bien-être et de cette manière dont on conçoit le bonheur. Alors, ce corpus d'ouvrages me permet d'étudier les divers discours du bonheur dans leur diversité, des plus anciennes jusqu'aux plus nouvelles, et puis les films me permettent d'apprécier un petit peu leur influence. Parce que entre des livres édités à compte d'auteur et puis des best-sellers, c'est difficile de savoir quelle représentation, quelle image du bonheur a le plus d'influence. Et c'est pour ça que les films à succès, j'ai utilisé uniquement des films parmi les 20 films les plus vus chaque année, me permettent un petit peu d'apprécier l'influence des diverses idées du bonheur. Mais pour autant, me cantonner aux idées me paraissait insuffisant. Je voulais aussi essayer d'embrasser ce que j'appelle les expériences du bonheur, c'est-à-dire la manière dont les individus ont été heureux, les niveaux de bonheur, et puis les différentes façons par lesquelles on a construit notre bonheur. Alors, pour essayer d'arriver à cela, j'utilise des enquêtes sociales qui me permettent de voir les choses en macro, en grand, et pour voir les choses en micro, en petit, j'utilise des journaux intimes. C'est pour ça que vous évoquiez tout à l'heure l'intime. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler, j'aimerais d'abord vous faire comprendre comment s'est déroulé le processus de conversion au bonheur, le sacre du bonheur, phénomène qui n'allait pas de soi. Ensuite, j'envisagerai les conséquences du point de vue du bonheur de tous et chacun, en m'intéressant notamment aux expériences du bonheur dans la France des années 1945 à nos jours. Alors reprenons le fil où je l'avais laissé tout à l'heure. Au début du XXe siècle, le bonheur est encore largement déconsidéré. Dans l'entre-deux-guerres, le Front populaire avait entrepris d'ouvrir la porte du bonheur et de libérer la jouissance, mais en fait cette parenthèse est vite refermée par la victoire allemande de 1940. Pourquoi ? Parce que l'interprétation officielle de cette défaite, exprimée notamment par Alfred Sauvy, un célèbre démographe, eh bien, cette interprétation relie la défaite à l'oubli de la puissance. En d'autres termes, le désir de bonheur et le confort auraient affaibli les Français, nous dit-on. Cette interprétation est relayée par Vichy, mais elle n'est pas, paradoxalement, remise en cause à la Libération. À ce moment, à la Libération, les Français doivent investir. Tel est l'objectif posé par De Gaulle, puis par les gouvernements suivants. Et ce productivisme fait largement consensus, à la Libération, du monde rural au monde ouvrier. Prenons par exemple Benoît Frachon, leader de la CGT à cette époque. Le slogan de la CGT, c'est « retroussons nos manches », c'est pas « soyons heureux ». Et il en va de même pour les élites. Lorsque ces élites sont traditionnelles, leurs pratiques sont souvent informées par une certaine idée, un certain objectif de grandeur, soit de grandeur nationale ou alors de gloire individuelle. Lorsque ces élites sont progressistes, elles valorisent l'action, la volonté et l'engagement. Prenez Sartre, donc une élite progressiste, un intellectuel que vous connaissez tous, en 1945, il parle de l'engagement de l'intellectuel. Le bonheur, ça ne l'intéresse pas. Dans les deux cas, le travail et l'effort, font l'objet d'éloges, tandis que le bonheur ne sert à rien. Cette éthique volontariste, cet idéal qui doit mettre en œuvre sa volonté, ce souci de la grandeur, constitue une entrave au déploiement du bonheur. Il en est de même des normes religieuses, et notamment catholiques, pour lesquelles le bonheur s'obtient au paradis, si, et seulement si, le croyant a observé les principes religieux. Dès lors, la question du bonheur, la question de se savoir heureux, ici et maintenant, n'est pas la plus importante. Au contraire, elle risque de conduire l'individu à la vanité. Et la rhétorique chrétienne, depuis des siècles, aussi bien la rhétorique théologique que la rhétorique artistique, pensez à toutes ces vanités qu'on voit dans les tableaux, ces crânes ou ces luttes avec une corde brisée, eh bien, cette rhétorique a longtemps mis l'accent sur la vanité pour mieux la condamner. Alors évidemment, la religion chrétienne n'exclut pas toute forme de contentement. L'homme doit savoir apprécier les présents divins, au premier rang desquels se trouve la vie. Pourtant, force est de reconnaître qu'au sein de la tradition catholique, le bonheur ici-bas n'est pas premier. La morale républicaine, elle non plus n'accorde pas la première place au bonheur individuel. Les républicains ont en effet tenté de recréer une sacralité laïcisée pour faire pièce à la sacralité chrétienne qu'ils essayaient de combattre et pour essayer de garantir la paix sociale. Mais depuis Tocqueville, qui analysait les passions démocratiques, ou alors Tarde, qui avait une phobie de la foule, qui manifestait une phobie de la foule dans ses écrits, les élites françaises ont longtemps nourri une suspicion à l'égard de la poursuite du bonheur.
cette poursuite risquait de mener au désordre social. C'est l'une des raisons de l'invention des traditions au XIXe siècle, traditions qui sanctifient un nouvel ordre des choses sans le rattacher à un plan divin. C'est également l'une des raisons du culte des grands hommes. La République raconte comment ils ont su sacrifier leur bonheur sur l'autel de la collectivité. Ce dispositif éthique, au sens de Foucault, limite l'influence du bonheur. Alors le primat accordé au devoir, qu'il soit religieux ou laïque, et le productivisme limite donc la place du bonheur dans la société française en 1945. Évidemment, on parle quand même parfois du bonheur. Il y a des livres qui paraissent sur le bonheur, et dans les films à succès, le bonheur des héros est évoqué. Mais en fait, les déclinaisons de la vie heureuse ne se déploient qu'au sein de la vie privée des individus. Le bonheur reste cantonné à la vie privée et il ne prétend pas régir le domaine public. À la Libération, il n'est donc qu'une divinité de seconde zone, finalement. Le cinéma... Alors, est-ce que je pourrais avoir un PowerPoint? C'est super. Le cinéma grand public peut fournir un premier point d'entrée dans l'évolution des valeurs. Alors, tandis que les années 1940 voyaient le triomphe du film noir, les années 1960 sont marquées par le film d'action ludique, à l'image des James Bond. Bond, vous voyez ici l'affiche de Dr No, le premier des Bond. Bond est loin d'être un héros tragique. Il prend du bon temps en compagnie des James Bond Girls et il accomplit son devoir d'agent secret avec plaisir. Dans le cinéma français, les icônes incarnées par... Les personnages, pardonnez-moi, incarnés par Jean-Paul Belmondo, d'abord icône de la nouvelle vague dans À bout de souffle, puis vedette internationale dans Cartouche ou L'homme de Rio, signalent également une modification de la hiérarchie des valeurs. Ces films, comme Cartouche ou L'homme de Rio, construisent l'image d'un héros à la recherche de son bonheur. Ses aventures résultent de sa quête personnelle et non de l'accomplissement d'un quelconque devoir. Les films de guerre également sont un bon témoin de l'évolution. Si on parle du bonheur dans les films de guerre, c'est que le bonheur, là, normalement, à la guerre, on ne parle pas du bonheur. Eh bien, justement, dans les films de guerre, il y a une grosse évolution. En 1947 sort Les Bataillons du Ciel, qui est dédié à la gloire des paras et qui est soutenu par les pouvoirs publics anglais et français. Dans ce film, on ne soulève pas du tout la question du bonheur. Le héros sacrifie son bonheur et sa vie, d'ailleurs, pour l'intérêt général. Dans un film américain paru en 1954, Tant qu'il y aura des hommes, film à un énorme succès en 1954, réalisé par Fred Zinman, avec Burt Lancaster, Montgomery Clift, Frank Sinatra. Ce film reste dans la même veine. Il raconte l'histoire de soldats cantonnés à Hawaï à la veille de l'attaque japonaise de Pearl Harbor, puis lors de cette attaque. Il montre que les soldats souffrent lors de leur formation, mais il justifie l'absence de bonheur parce que la stricte discipline de ces soldats, dans ce film, de ces hommes, se révèle nécessaire lors de l'affrontement. Alors, malgré les lectures antimilitaristes qui furent faites de ce film, en fait, il valorise finalement le sacrifice et l'héroïsme exigé de ces hommes. En revanche, dans MASH de Robert Altman, sorti en France en 1970, l'évolution de la place du bonheur s'avère aisément lisible. Alors MASH, c'est une comédie satirique, vous voyez l'affiche, elle est assez explicite, qui évoque une antenne chirurgicale pendant la guerre de Corée. C'est une manière de détourner la censure, en fait, ça parle directement de la guerre du Vietnam. C'est un film antimilitariste, il affirme en substance que la guerre est une boucherie superflue, et c'est un film qui ridiculise la discipline désuète et inutile. Les héros sont des chirurgiens, ils font efficacement leur travail, mais ils essayent par tous les moyens de se distraire et d'être heureux. Le réalisateur valide la recherche du bonheur, y compris en temps de guerre. Alors, ce film a déclenché une polémique, mais son succès signale une évolution de la place du bonheur dans les valeurs. Full Metal Jacket, lui, de Kubrick, sorti en 1987, achève la démonstration. Il raconte l'histoire de la formation des recrues dans une première partie, puis dans une deuxième partie, les combats au Vietnam. C'est également un film antimilitariste, mais ce film évoque directement le bonheur des soldats et il critique la guerre parce qu'elle empêche d'être heureux. C'est particulièrement manifeste lors de la première partie du film, face à la violence et à la cruauté du sergent instructeur, la recrue Baleine, qui est surnommée Baleine parce qu'il a un certain nombre de bons points, finit par se suicider, incapable d'être heureux, alors même qu'il a réussi les épreuves pour lesquelles, a priori, on pensait qu'il n'allait pas réussir. Alors, à travers l'étude des films de guerre à succès, on constate donc une évolution de la place du bonheur. Tandis que les premiers films n'en parlent pas, ou peu, les derniers l'évoquent directement à de nombreuses reprises. Alors, évidemment, cette transformation
provient partiellement d'une inversion des représentations relatives à la guerre. On valorise la guerre est dévalorisée et démonétisée. Mais ce qui est intéressant pour mon propos, c'est que cette critique de la guerre, elle se fait au nom du bonheur. Ce qui signale bien que les valeurs militaires sont dévalorisées au nom de nouvelles valeurs, celles du bonheur. Outre les films d'action et de guerre, le nouveau genre cinématographique, constitué par les films intimistes, signale aussi le sacre du bonheur dans les années 60-70. Un homme et une femme de Claude Lelouch, Les choses de la vie de Claude Sautet, ou encore Nous ne vieillirons pas ensemble de Piala, proclament un droit au bonheur et à l'expression des sentiments intimes, à la réflexion et au retour sur soi. Ce sont des films à succès, acclamés par la critique, et qui connaissent beaucoup de succès, notamment dans les grandes villes et particulièrement à Paris. Alors, pour faire mieux comprendre l'évolution, prenons l'exemple de Vincent, François, Paul et les autres, de Claude Sautet, sorti en 1974. Ce film raconte l'histoire d'un quatuor de personnages que vous voyez ici. Donc, au trio Vincent, joué par Yves Montand, François par Piccoli, Paul par Reggiani, il faut ajouter Jean, donc un jeune boxeur joué par Depardieu. Alors, parmi ce groupe d'amis, on a deux héros stoïciens, deux héros traditionnels, qui font bonne figure, qui ne parlent pas de leurs sentiments. On a Vincent, le chef d'entreprise, et François, un riche médecin. Ces héros ne se livrent pas et ils font constamment bonne figure alors que tout s'effondre autour d'eux. Mais ils finissent malheureux et ils ne seront pas sauvés par le réalisateur. Ce film rend caduques les règles de réserve et de refus des sentiments. Il favorise l'attention à soi et il propose comme objectif un idéal de vie heureuse et non de vie glorieuse. Depuis les années 70, cette manière innovante à l'époque de présenter les héros s'est largement banalisée. Le cœur des hommes, par exemple, un film sans doute d'une moindre qualité, mais d'inspiration directement intimiste, signale que la légitimité du retour sur soi et de l'attention aux sentiments s'est accrue au XXIe siècle. Soutenus par l'essor de l'individualisme et le nourrissant à son tour, ces films mettent en scène le bonheur individuel. Rares sont, en effet, les films où les spectateurs sont invités à trouver leur bonheur dans l'action collective plutôt que dans la quête personnelle. Les héros des films d'action, comme des films intimistes, sont heureux de leur propre succès. À partir des années 1968, les films incitent plus fréquemment à se libérer des coutumes sociales désuètes. Surtout, ils conseillent de s'épanouir, maître mot de l'époque, de manière autonome. Également, l'autonomie, c'est un mot très important à l'époque. Alexandre le Bienheureux, d'Yves Robert, fournit une illustration assez claire de cette évolution. Alors il raconte l'histoire d'Alexandre, que vous voyez ici, qui est joué par Philippe Noiret. C'est un paysan aisé qui a trimé toute sa vie et dont la femme meurt. Voilà le pitch du film. Sa femme, très clairement, elle est présentée comme, disons-le, une mégère. Au lieu de porter le deuil, Alexandre cesse de travailler et il passe la totalité de ses journées dans son lit, à dormir, boire, manger et jouer de la musique. Rapidement, il fait des émules auprès des autres villageois et sa conduite crée la polémique dans le village. Marlène Jobert, la belle Marlène Jobert, le séduit un temps, mais au moment de se remarier, il décide de s'enfuir libre et heureux. Et le regard du réalisateur valide complètement les actes de ce héros affranchi des règles sociales et devenu autonome. Rien ne doit venir s'opposer à la légitime aspiration individuelle au bonheur, nous dit-il en substance. Dans l'édition, le nombre d'ouvrages consacrés au bonheur augmente considérablement au cours du second XXe siècle. Vous voyez ici s'afficher une courbe que j'ai construite justement à partir du corpus d'ouvrages dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il réunit tous les ouvrages dont le titre comporte un des termes dont je vous ai parlé. Au départ, en 1945, on est autour de 100 ouvrages par an qui comportent bonheur. Et ça reste à peu près stable jusqu'en 1965. Vous voyez qu'à partir de 1965, la courbe augmente de manière assez nette, puis même s'accélère, pour autant atteindre aujourd'hui environ 600 ouvrages par an consacrés, dédiés, on peut dire, à la vie heureuse. Donc le nombre d'ouvrages a été multiplié par 6, alors vous pourriez me rétorquer, mais on publie beaucoup plus de livres. Oui, vous avez raison, mais même si on rapporte le nombre de livres sur le bonheur à l'édition dans son ensemble, la courbe est assez nette et manifeste également une augmentation qui c'est à peu près la même allure. En fait, le bonheur est un créneau porteur, et c'est la demande qui conduit les éditeurs à multiplier les titres dédiés au bonheur. La politique de traduction est à cet égard assez révélatrice, et je vais vous parler maintenant des romans à l'eau de rose. Vous connaissez sans doute Barbara Cartland. Barbara Cartland
elle aligne 16 ouvrages dont le titre contient bonheur, pas moins. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur ces 16 publications dont le titre contient bonheur en français, il y en a une seule qui contient bonheur dans le titre original, qui contient happiness. Les autres, les éditeurs, en fait, ont pris le parti pris de traduire d'autres termes, souvent c'était love, ou encore heart, le cœur, par le mot bonheur, afin sans doute d'attirer des lecteurs. Et ça semble avoir bien marché, parce qu'elle a connu un certain succès, vous n'êtes pas sans le savoir. Alors dans le domaine scientifique, le bonheur devient également un objet d'étude légitime. Jusqu'au tournant des années 60-70, les scientifiques délaissaient l'étude du bonheur au profit d'objets de recherche beaucoup plus dignes, les classes sociales, la souffrance, le travail, des choses comme ça. Et les choses changent après, à partir de la fin des années 60, début des années 70. Alors, bien entendu, on avait quand même Claude Lévi-Strauss qui, à son retour des États-Unis, avait écrit un article sur la technique du bonheur aux États-Unis. Mais dans cet article, Lévi-Strauss se montrait très partagé sur le bonheur et on retrouvait chez lui les résistances qu'on a vues précédemment. Mais à partir des années 70, en 1972, le Centre de recherche sur le bien-être, le CEREB, est créé et l'OCDE, Organisation internationale, réunit un groupe de chercheurs sur le thème du bonheur. À partir de 1973 et sous l'égide de la communauté européenne, un baromètre régulier de mesure de ce qu'on appelle le bien-être subjectif est mis en place, c'est-à-dire que chaque année, on va sonder les gens et leur poser la question « Est-ce que vous êtes heureux ?» et on va essayer de mieux comprendre comment se forge ce sentiment. Le politique fait également allégeance à la nouvelle norme. Dès 1969, le rapport annuel du concours de l'ENA stigmatise les candidats qui, je cite, « manquent d'humour et de gaieté ». On craint, à les entendre, que l'administration ne devienne bien triste et beaucoup trop sérieuse. Et si la haute administration et les grands corps de l'État deviennent des lieux géométriques de lugubre fort en thème, comment fourniront-ils une France heureuse ? Fin de citation. Alors évidemment, le rapport annuel du jury, c'est un document relativement confidentiel, dont la diffusion est confidentielle, mais ce rapport signale le mouvement d'ascension du bonheur auprès des élites. Bientôt, la consécration devient officielle. Le ministère de la qualité de la vie est créé par Giscard d'Estaing dès après son élection en 1974. Ce n'est certes qu'un ministère de l'Environnement, mais son titre constitue une reconnaissance. Cette qualité de la vie, officialisée au plus haut niveau de l'État, valide le légitime désir d'une vie de qualité. Signe des temps, les porteurs de valeurs concurrentes du bonheur individuel sont contraints de s'adapter à l'ascension du bonheur. Prenons l'exemple du PCF, le Parti communiste français. Le PCF envisage l'harmonie des lendemains qui chantent. Mais ses héros, ses porte-paroles, en fait, ne tentent que rarement de préciser cet horizon. Plus précisément, les communistes semblent avoir été tentés pendant un temps par une réflexion sur le bonheur, mais ils l'ont abandonné dès 1947, après avoir été évincés du gouvernement. Pour susciter l'engagement, ils s'appuient moins sur le bonheur à venir que sur le malheur des temps présents, si bien que la représentation de la vie heureuse est laissée en friche à l'appréciation de chacun. Le terme le bonheur individuel, déjà, est récusé, c'est un idéal petit bourgeois, et l'harmonie collective est jugée comme allant de soi. Dans un monde socialiste, elle découlera naturellement de la satisfaction des besoins de chacun. Dans ce cadre, l'aspiration au bien-être est légitime, mais elle passe au second plan, reléguée derrière les impératifs de la lutte révolutionnaire. La lutte nécessite sacrifice de soi et héroïsme, le bonheur est différé et n'est pas constitué en norme justificatrice. C'est toujours le cas en mai 68, la CGT s'oppose aux étudiants qui souhaitent jouir sans entrave, et c'est également le cas dans les années suivantes. Elle critique l'idéal d'autogestion et d'autonomie ouvrière qui est proposé par la CFDT, qui est mieux adapté à l'aspiration au bonheur ici et maintenant. Mais l'idéal communiste, et avec lui le modèle du bonheur différé, est mis à mal au cours des années 70. Et face à ce reflux, certains communistes n'hésitent pas à s'adapter aux nouvelles exigences des citoyens. En juin 1979 paraît un périodique, Bonheur et Liberté. C'est la publication des communistes de la section de Clé-sous-Bois dans les Yvelines. Et ce titre remplace un autre titre qui s'appelait auparavant Yvelines Spéciale Région. C'est vrai que c'est plus glamour. Et on nous dit, avec de la couleur et une conception plus moderne, plus agréable à la lecture, dans l'édito numéro 1. Dans cet édito, les justifications de ce titre, quand même un peu étonnant pour un périodique communiste, ne doivent pas tromper l'historien. Le choix découle d'une tentative d'adaptation du discours aux aspirations nouvelles. De fait, que des communistes revendiquent la liberté et le bonheur signale bien la force d'attraction de ces deux idéaux et partant le sacre du bonheur individuel. Dans la même veine,
la pastorale religieuse évolue considérablement au cours du second XXe siècle, parce qu'en fait, les églises se vident et que les préceptes religieux sont de moins en moins respectés. Le clergé perçoit cette déprise et adopte une stratégie très révélatrice de la nouvelle configuration sociale des valeurs. Prenant acte de la désaffection provoquée par le mépris du monde traditionnel, l'Église s'engage dans une rénovation de son image autour de la question du bonheur. Afin de mieux se repositionner, elle a recours aux dernières technologies en termes d'études de marché, et en 1959, elle lance une enquête d'opinion sur le catholicisme auprès d'une cible cruciale, les jeunes. Une question y explicite le problème que l'Église rencontre: la religion est-elle pour ou contre le bonheur ici-bas? Ayant délimité l'obstacle, les chrétiens lancent l'offensive autour de la question du bonheur. Yves Lambert, dans une étude importante sur la Bretagne, a montré que, je cite, « la religion s'est mise au service de la poursuite d'un bonheur intramondain à dimension spirituelle. Il n'est plus question de péché mortel ou de châtiment divin, et très peu de l'enfer, du purgatoire ou de la providence. Dieu est davantage défini comme un Dieu amour. » Le message chrétien est donc édulcoré de ses aspects doloristes, et son centre de gravité se déplace vers la dimension apaisante de la foi. En témoigne la réorientation pastorale initiée par le Concile de Vatican II, ainsi que l'offensive éditoriale, le terme n'est pas trop fort, chrétienne, autour de la question du bonheur. Parmi mon corpus, il y a un très grand nombre d'ouvrages publiés par des éditeurs catholiques. Par exemple, en 1970, M. Poyet, qui est un théologien qui a participé aux commissions catholiques sur la question des plaisirs, quelqu'un de très respecté, publie chez Cerf, éditeur chrétien, un ouvrage autorisé par les hautes instances ecclésiastiques. C'est précisé dans les premières pages. Il plaide pour un réexamen de la question des plaisirs en déployant la notion de sensus fidelium. Alors qu'est-ce que c'est que le sensus fidelium? C'est la capacité subjective de discernement des fidèles. En gros, les fidèles parfois peuvent avoir raison, que l'on oppose parfois au magistère pontifical, c'est-à-dire aux décisions papales. Alors son argument est très révélatrice. Si les fidèles rejettent le régime draconien à l'égard du bonheur, ils ont, par leur sensus fidei, raison. En d'autres termes, le client est roi, et l'Église doit s'adapter à la nouvelle configuration sociale des valeurs. Désormais, le bonheur est sacré. Cette dévaluation des croyances religieuses et politiques permet de comprendre en creux l'essor de la morale du bonheur. Selon Edgar Morin, je le cite, cette jolie formule, « de la vacance des grandes valeurs naît la valeur des grandes vacances », et plus largement du bonheur. Certes, mais c'est aussi oublier les raisons qui expliquent le succès du bonheur de manière positive. L'ascension du bonheur est de fait également liée à des argumentations internes. Auparavant, deux arguments entravaient le droit au bonheur. D'abord, La Bruyère affirmait déjà « Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères ». C'est une citation qui est très connue, qui est citée dans quasiment tous les recueils de citations. Et longtemps, on a estimé effectivement que le scandale du malheur du monde nous interdisait d'être heureux. Et puis un deuxième argument, qui est visible dans le proverbe, « le bonheur des uns fait le malheur des autres ». C'est-à-dire que le bonheur est pensé comme un jeu à somme nulle. C'est quoi les jeux à somme nulle? C'est les jeux un peu comme le poker, dans lesquels, lorsqu'on gagne, si je gagne au poker, c'est que mon partenaire a perdu. Ou inversement, oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'on gagne qu'en faisant perdre quelqu'un d'autre, donc il y a une forme d'injustice du bonheur. Eh bien, au cours des années 50-80, ces deux idées perdent une grande partie de leur influence. Désormais prévaut l'idée que, selon laquelle le bonheur de chacun peut se construire sans priver autrui du sien. L'individu peut et doit, bien entendu, agir pour tenter de réduire les inégalités sociales, mais il n'est pas utile de s'empêcher d'être heureux au nom de l'injustice mondiale. Albert Camus, donc l'intellectuel que vous connaissez, répond ainsi à La Bruyère à travers les siècles, et il affirme « Il n'y a pas de honte à être heureux, ni à préférer le bonheur. Être bien doté et ne pas être heureux est donc absurde et inutile. Qui plus est, ça devient presque immoral, parce que finalement, en fait, les victimes de l'injustice, elles, n'ont qu'une seule possibilité, se plaindre de leur malheur. Donc si même ceux qui sont bien dotés se plaignent, il y a une forme d'immoralité. De surcroît, le débat d'idées revalorise le bonheur en arguant de son utilité pour autrui. Dans un débat qu'il oppose à Simone de Beauvoir, Camus retourne l'argument de l'illégitimité du bonheur. Non seulement être heureux n'ôte rien à autrui, mais encore, je cite, il aide à lutter pour eux. Et Camus de conclure, oui, je trouve regrettable cette honte qu'on éprouve aujourd'hui à se sentir heureux. Ce propos n'est pas rhétorique. Un renversement des croyances est à l'œuvre dans la seconde partie du XXe.
Le 19e associait le bonheur à l'égoïsme et à la bêtise. Les années 70 sont plutôt celles de la redécouverte de ses qualités. Les psychologues, dont l'influence sociale va croissant, signalent que bonheur et sens de la justice vont de pair et qu'au contraire, la frustration conduit à la perversion. Cette évolution est manifeste dans les fictions. Le tueur psychopathe, à l'enfance malheureuse, devient l'archétype du méchant, vraisemblable et effrayant. Sur le plan politique, l'homme juste n'a plus besoin d'une conscience malheureuse pour porter secours à autrui. Au contraire, son bonheur le rend disponible. En 2008, donc très récemment, une étude publiée dans le British Medical Journal, donc un journal médical de référence, a même montré que le bonheur était contagieux et se propageait selon un modèle épidémique. La démonstration selon laquelle il était efficace d'être heureux s'est également imposée aux contemporains. Aux États-Unis, Elton Mayo a le premier souligné l'importance des liens informels et affectifs. Il a étudié à la General Electric, donc une grosse entreprise américaine, un groupe d'ouvrières, et il voulait savoir en fait comment les rendre le plus efficaces possible. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas tellement en faisant varier la luminosité ou la température que leur productivité augmentait, c'était simplement quand on s'occupait d'elles. Le fait de s'occuper d'elles, ça les rendait un petit peu plus heureuses et elles étaient plus productives. Cette enquête a été fondatrice du renouveau des techniques managériales. Le bonheur a été associé à la productivité dans la France des années 60-80. Auparavant, c'était l'inverse. Au contraire, on pensait qu'une ouvrière qu'on allait bien tanner, finalement, et rendre malheureuse, elle allait être plus productive. Susciter l'adhésion par la satisfaction est assurément un mécanisme de contrôle social opératoire. Alors certes, petite nuance, dans cette perspective, le bonheur reste subordonné à un idéal d'efficacité. De fait, l'impératif de la performance se maintient et n'a pas été submergé par le bonheur. Alors, comme j'interviens dans la bonne ville d'Issy-les-Moulineaux, je ne pouvais manquer d'évoquer le slogan d'André Santini, dont on déplorera l'absence ce soir. Il n'est pas nécessaire d'être triste pour être efficace. Alors, c'était le slogan des élections régionales il y a 10 ans. Oh, il y a moins que ça encore, non? Il y a 10 ans déjà. Bon, c'était un slogan qui a marqué en tout cas. Alors ce slogan me paraît assez caractéristique de l'évolution des représentations et des mentalités depuis les années 60. Alors j'ai pas fait l'étude précise, peut-être que certains ici auront la réponse. Je ne sais pas comment est-ce que ce slogan a été conçu, mais d'un côté on voit bien que Santini fait de sa joie une force, et puis d'un autre côté, il indique également qu'en 2004, puisqu'effectivement c'était en 2004, les professionnels du marketing, il y a quand même une équipe de com autour de la création des slogans, enfin, je peux l'imaginer, ces professionnels ont sans doute peut-être dû lui faire remarquer que son sourire et son humour risquaient de se retourner contre lui. Et finalement, ce slogan, il sert à désamorcer les critiques éventuelles. Il s'oppose explicitement à l'idée qui est encore résiduelle près de certaines catégories sociales, cette idée qu'une certaine douleur est nécessaire aux accomplissements. Et ce slogan, finalement, il donc la désamorce et il lie le bonheur à l'efficacité. Quoi qu'il en soit, la découverte de l'efficacité du bonheur permet de mieux le valoriser. Certains acteurs, de surcroît, instrumentalisent cette valeur montante et s'en servent pour leur propre profit. Ce faisant, ils vont alimenter le crédit du bonheur. Les spécialistes du marketing ont en effet identifié le problème éthique auquel la société de consommation se confronte. La culpabilité associée à la jouissance et à la consommation, la destruction, puisque quand on consomme, on détruit des biens. Ernst Dichter, qui est l'un des pères des études de motivation, écrit ainsi, je cite, « Le problème qui se pose maintenant à nous est celui de faire croire à l'Américain moyen qu'il suit la morale lorsqu'il a des envies. » L'un des stratagèmes consiste justement à transformer le système de croyance afin que l'éthique nouvelle valide la société de consommation. Et dans cette perspective, le bonheur de chacun est une arme particulièrement efficace. Les experts en communication l'utilisent et soutiennent la vie heureuse dans la hiérarchie des valeurs. Cette déculpabilisation réalisée, les produits pourront mieux s'écouler. Jouissance et vie heureuse sont mises en scène sur un grand nombre de supports devenus omniprésents dans la vie quotidienne des contemporains. Les magazines et les publicités le déploient à l'envi. À partir de 1973, la presse grand public consacre le marronnier du bonheur qui refleurit chaque année. Et je suis sûr que vous avez déjà lu un dossier sur le bonheur, peut-être dans le train, chez le médecin ou à la plage. Vous en avez certainement déjà vu. De même, les publicités évoquent toujours plus ou moins explicitement le bonheur. Nutella, MMA, le Club Med promettent ainsi du bonheur à tartiner, le bonheur assuré, ou plus modestement, tous les bonheurs du monde. Sans être aussi explicite, toutes les publicités convoquent en effet le bonheur. L'idée, c'est d'exaspérer le désir du client potentiel pour qu'il achète. En répétant les mêmes thèmes, la publicité renforce l'influence de la version consumériste du bonheur et participe de la conversion au bonheur.
Alors cette influence des marketeurs, de l'entreprise et de la publicité dans la conversion au bonheur explique peut-être pourquoi le bonheur, la recherche sur le bonheur est parfois encore cataloguée comme un champ de droite. Pourtant, je ne crois pas qu'il faille l'y cantonner. Ce n'est pas parce que les promoteurs du bonheur ont pu être de droite qu'il faut leur laisser. Je suis désolé de faire un petit peu de politique. Quoi qu'il en soit, notons au terme de cette première partie que faire l'histoire du bonheur a donc permis de démontrer son sacre. Qu'il me soit maintenant, ce processus de conversion d'ailleurs, explique, à mon avis, pourquoi cette année, la ville d'ici a choisi de mettre le bonheur comme thème des entretiens. On n'en serait pas là sinon. Qu'il me soit permis maintenant, dans une seconde partie un peu plus courte, d'évoquer les bonheurs des Français. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment encore abordé le contenu du bonheur et les différentes constructions individuelles. Alors je ne voudrais pas laisser le public à la manière des conteurs, mais je voudrais rentrer un peu plus précisément dans les définitions que les contemporains ont données du bonheur et dans leur façon d'être heureux. Quelles ont été les différentes constructions du bonheur? Quels ingrédients ont été incorporés dans les récits? Faire l'histoire du bonheur permet-il de connaître l'évolution du bonheur des Français? Et puis une question un peu provocatrice, était-ce mieux avant finalement? Pour mieux montrer ce que j'entends par construire son bonheur, je voudrais présenter un extrait de récit qu'on peut qualifier de roman personnel. Alors il s'agit d'une lettre envoyée à l'Express en 1957. L'Express réalise une grande enquête sur les jeunes à cette époque, enquête qui va donner ensuite lieu à la naissance de l'expression et à la popularisation de l'expression la nouvelle vague. Alors cette lettre est envoyée par un ouvrier ajusteur de 28 ans, équipé de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la radio et d'une voiture, et dont la concubine est enceinte. Et cet ouvrier répond à la question « Suis-je heureux ?» Suis-je heureux? Question mal posée. Oui, je suis heureux. Je mange toujours à ma faim, je suis bien habillé et je vis encore libre dans un pays pas encore trop fasciste. Je peux pratiquer librement ma religion qui me plaît. Entre parenthèses, c'est le catholicisme, mais parce que j'ai la flemme de changer. Mes goûts me portent plutôt vers la religion réformée. Non, je ne suis pas heureux. Une organisation sociale stupide et décadente m'empêche d'épouser tout de suite la fille que j'aime et m'oblige à l'attendre de longues années, à la voir se dessécher sur pied. Un Allemand commande à l'armée à laquelle je vais bientôt donner 24 à 30 points de mon temps. Je suis obligé de me priver du superflu, et encore d'une part de superflu. Je pense qu'il est normal, humain, de désirer, confusément et sans aucun espoir, conduire une Alfa Romeo Sprint, voyager aux îles sous le vent, avoir une piscine dallée de marbre quelque part dans les Keys de Floride et une bibliothèque d'édition originale reliée en plein marocain. Mais le fait de rouler en Aronde, de passer quelques jours par an en Provence et 8 jours dans un petit village espagnol, d'avoir une petite bibliothèque, m'apparaît déjà comme un tel luxe que je ne suis pas loin de me trouver comblé. Il est très rare que j'éprouve un sentiment de privation durable. Au fond, une seule chose me manque, et surtout m'a manqué dans les années précédentes, une chambre pour moi, qui serait mon domaine. Je couche dans une pièce vaste et agréable, mais où toute la famille doit avoir accès à tout moment. Fin de citation. Cet ouvrier fortement politisé n'est pas représentatif, mais sa réponse illustre le processus de construction du bonheur. Il établit en fait un bilan contrasté des éléments signifiants de sa vie, de ses aspirations et de ses réalisations. Et il formule un jugement global et nuancé. Ce dernier incorpore divers types d'événements, on voit bien, familiaux, matériels, politiques. Contrairement à beaucoup d'individus, il ne fait pas intervenir son métier dans sa réponse. Cet ouvrier ne peut s'abstraire du contexte social. Il compare ce qu'il a avec ce qu'il peut imaginer de meilleur, vous l'avez compris, c'est la vie d'un riche millionnaire de Floride, et il juge de ce qu'il possède à l'aune de cet idéal. Mais il parvient à le tenir à distance en le délégitimant grâce à la notion de superflu. Des normes, donc, ici le superflu, pondèrent plus ou moins consciemment ses expériences. Son roman personnel intègre plus que les autres certains aspects collectifs, l'organisation sociale, le pays pas trop fasciste, ou encore le problème militaire, on est dans le contexte de la guerre d'Algérie. Son bonheur est influencé par les conventions narratives, la manière de raconter des histoires consuméristes, mais il ne s'y cantonne pas. Les aspects familiaux, religieux et politiques sont largement incorporés dans son bilan, qui est loin d'être uniquement comptable. Les journaux intimes et les enquêtes sociales permettent de dresser un bilan des éléments importants qui ont compté pour les Français depuis 1945. Ces matériaux documentaires offrent l'occasion de mieux préciser les ingrédients parce que des questions sont souvent posées sur la manière dont les gens imaginent et composent leur bonheur. Alors les réponses sont peut-être un peu stéréotypées,
mais elle témoigne de ce que les gens trouvent important. Alors il parle de quoi d'abord? Il parle de la famille et des relations avec les autres. Il parle de l'activité professionnelle en deuxième lieu, du niveau de revenus. Et puis, en France, plus particulièrement que dans les autres pays, il parle également du fait de vivre dans un pays libre, d'avoir l'impression de vivre dans un pays libre en démocratie. Chacun pondère diversement ces divers ingrédients. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont plus valoriser la famille, d'autres qui vont plus valoriser le travail. C'est assez variable. Mais les recettes, alors ces recettes sont assez largement intersubjectives, elles varient d'un individu à l'autre, mais finalement les ingrédients restent les mêmes. Alors il y a, à propos de la pondération, le rôle du plaisir et des loisirs est très variablement apprécié, pardonnez-moi, selon les groupes sociaux. Et dans l'évolution des romans personnels, on constate que le plaisir et les loisirs ont acquis une place de plus en plus importante. Alors depuis que ces enquêtes existent, donc je le disais, il existe une certaine forme quand même d'inertie des représentations du bonheur, si bien que les ingrédients n'ont finalement guère varié depuis 1945. Alors toutefois, je souhaitais quand même, on arrive au milieu, il faut qu'on se réveille un petit peu, je souhaitais vous faire, vous montrer ici une enquête sur les images idéales de la vie réalisée par l'IFOP, donc un organisme de sondage de référence, pour le compte d'un magazine qui s'appelle Réalité, qui est un petit peu l'équivalent du Life ou du Vogue français dans les années 1950, donc en l'occurrence en 1955, pour vous faire saisir quand même quelques évolutions entre les conceptions du bonheur dans les années 50 et les nôtres. Alors, on va faire un petit jeu. Quelle est pour vous l'image du bonheur? Alors, je vais vous présenter une série de photos. Il y a 11 photos, c'est le sondage auquel devaient se soumettre les sondés. Et on a 11 photographies qui évoquent le bonheur, donc vous allez pouvoir choisir. Alors, on a d'abord une photographie, le farniente. Alors, il y a quelques photographies qui s'adressent soit aux hommes, soit aux femmes. Donc là, on a le farniente pour les femmes et le farniente pour les hommes. D'accord? Voilà. On verra que justement la différence de genre est assez significative. Alors ensuite, on a les plaisirs de la table, le bricolage, les joies de la famille, les voyages, les honneurs, l'amour, les joies du grand air, les joies tranquilles, les noces d'or. Alors avant de je vous les remets quand même un petit coup, histoire de pouvoir que vous fassiez vos choix. Alors, les jeux sont faits, j'imagine? Bien. Alors voilà les résultats. Les résultats sont classés par homme. D'un côté, le magazine offre les résultats pour les femmes et pour les hommes. Et en France, un petit peu de gauloiserie, je vous ai présenté le classement selon les femmes. Et vous allez voir qu'il est très variable. Donc les joies de la famille, photographie choisie par 49% des femmes. C'est la première, évidemment. Et seulement 21% des hommes. Regardez, la différence est quand même très significative. Les voyages, 16% des femmes et 8,5% des hommes. L'amour, 13% des femmes et 6,5% des hommes. Les joies du grand air, 5% des femmes et 9,5% des hommes. Les joies tranquilles, 4,5% des femmes et 25% des hommes. C'est la première du classement des hommes qui préfèrent aller à la pêche, bien tranquillement. Les noces d'or, 4% des femmes et 8% des hommes. Le farniente n'obtient qu'un faible score pour les deux cas, 4% des femmes et 6,5% des hommes. Les plaisirs de la table également est assez peu choisi, 2% des femmes et 4% des hommes, pardonnez-moi. Le bricolage, par contre, lui, 1% des femmes, mais quand même 18% des hommes qui ont la passion de bricoler. Les plaisirs de la table, 2% et 4%, pardonnez-moi. Et les honneurs, 1%, là c'est le bon dernier, là les honneurs ça fait rêver personne. Alors, bon, on conviendrait qu'il y a des différences entre ces images et celles qu'on aurait aujourd'hui, la manière de prendre les photos. Je pense que les honneurs seraient plus présentés aujourd'hui parmi les images idéales de la bonne vie. Je ne sais pas si votre sélection correspond à la sélection des sondés de l'époque, mais quand même, finalement, les ingrédients n'ont pas tant changé. Ils restent dominés par la famille, le travail, les loisirs. Ce sont avant tout ces aspects de la vie quotidienne que les individus incorporent dans leurs romans personnels, dans les journaux intimes, c'est de ça dont ils parlent. Et ce sont ces points qui déterminent les réponses synthétiques aux enquêtes dites de bien-être subjectif. Bon, je serai bref là-dessus, ces enquêtes sont apparues dans le monde anglo-saxon. En 1912 a lieu la première. Donc c'est des enquêtes dans lesquelles on demande aux gens s'ils sont heureux, on essaye d'apprécier leur niveau de bonheur. Il y a, dans l'entre-deux-guerres, elle se développe en suivant la méthodologie des enquêtes par sondage qui est inventée par George Gallup.
On a deux types d'enquêtes, soit des enquêtes dans lesquelles on va essayer d'apprécier l'humeur de l'individu au jour le jour, ou moment par moment, comme si avec presque des relevés d'emploi du temps, heureux, pas heureux, etc. Bon, celles-là sont d'une utilisation un peu plus complexe. En plus, c'est des échantillons qui sont plus petits. Et moi, je me suis plutôt intéressé aux enquêtes qui s'intéressent en fait à un jugement réflexif. On demande à l'individu: est-ce que vous êtes heureux en ce moment, ces jours-ci, ou depuis quelque temps? Alors, soit on va lui demander: est-ce que vous êtes très heureux, heureux, pas heureux? Donc en 3 points. C'est souvent le terme satisfait qui est utilisé. Est-ce que vous êtes très satisfait, moyennement satisfait, peu satisfait, pas satisfait du tout? Ou alors on va demander tout simplement à l'individu de se noter sur une échelle de 0 à 10, 0 étant la pire vie possible qu'il peut imaginer, et 10 la meilleure vie qu'il peut imaginer. Le résultat de ces enquêtes, en fait, ces enquêtes mettent en jeu à la fois les aspirations de l'individu, ses attentes, et puis de l'autre côté son expérience, sa propre perception de ce qu'il a réalisé. Le résultat est nécessairement synthétique et il résume la plus ou moins grande adéquation entre les représentations et les expériences. Ces enquêtes se sont largement développées, on a raffiné les procédures et désormais il y a un champ spécialisé en sociologie dédié à ces enquêtes. Alors, avant d'apprécier les résultats, je voudrais quand même évoquer un biais dans ces enquêtes qui est le biais dit de désirabilité sociale. Un mot un peu barbare, qui désigne en fait la propension des acteurs à se déclarer sans doute un peu plus heureux qu'ils ne le sont en général. Plutôt que parler des Français, je vais vous parler d'un sondage en Islande en 2011 qui donnait 99% d'Islandais heureux. Alors certes, l'Islande c'est un pays très heureux, c'est évident, mais quand même, on peut rester un petit peu dubitatif face à ce résultat qui témoigne donc de ce biais. En fait, le bonheur, biais qui couronne d'ailleurs la démonstration précédente. Comme le bonheur est devenu une norme légitime, se déclarer malheureux équivaut presque à avouer une faute. Et les sondés préfèrent souvent, de manière largement involontaire, éviter de perdre la face devant l'enquêteur en avouant n'avoir pas respecté l'une des normes sociales cardinales, à savoir être heureux. Donc ce biais, finalement, il témoigne du devoir de bonheur. Alors, quoi qu'il en soit, pour éviter ce biais, on peut mettre en série les résultats de ces enquêtes, et ces séries dessinent l'évolution du bien-être subjectif des sondés français depuis 1945. Alors, le nombre d'enquêtes correspond également au sacre du bonheur. Malheureusement, on a peu d'enquêtes. La première enquête de ce type a lieu en France en 1946. On en a assez peu jusqu'en 1970, et on en a beaucoup depuis, notamment parce que la CE a institué ce type de mesure. Alors voilà, ici, la courbe que j'ai dessinée à partir de ces enquêtes. Donc, pour homogénéiser et présenter sur un même graphique, j'ai retranscrit l'échelle de réponse, une échelle qualitative, je l'ai transformée en échelle numérique de 0 à 10. Et vous voyez ici donc se dessiner les réponses. On a 3 courbes. C'est très difficile de mélanger. On ne peut pas vraiment mélanger les questions 3 paliers de réponse employant heureux, 4 paliers employant heureux, 4 paliers employant satisfait. Parce que si on mélange tout, comme disait ma professeure de mathématiques quand j'étais petit, en mélangeant des pommes et des poires, on obtient une compote. Donc j'ai préféré les laisser séparés. Vous voyez que, d'abord, premier constat, les Français se déclarent moins satisfaits que heureux. Comme s'il y avait... Alors, les deux réponses sont assez fortement corrélées, mais en fait, il y a certains sondés qui ne se déclarent pas satisfaits, mais qui se déclarent heureux, comme si être satisfait en France, c'était un peu grevé de matérialité, c'était quelque chose un peu... C'était pas bien, alors qu'on peut se dire plus souvent heureux. En 1900, au sortir de la guerre, le bien-être subjectif est assez faible, il augmente fortement, et il a augmenté jusqu'à nos jours. Je vous ai présenté une deuxième courbe un peu plus resserrée pour mieux voir les évolutions. En fait, il atteint un maximum autour de 1970, il diminue assez fortement pour atteindre un minimum vers 1979, après le choc pétrolier. Il augmente assez fort. En 1981, il y a un sursaut qui témoigne de l'importance du biais politique, on y reviendra. Ensuite, le bien-être subjectif entame une fluctuation ascendante, vous voyez, ça fluctue tout en augmentant, pour atteindre un maximum jamais enregistré assez récemment. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette courbe détrompe les nostalgiques et les promoteurs du récit sur le malheur français, finalement en montrant que ce n'était peut-être pas mieux avant. Les enquêtes internationales permettent de relativiser les résultats de la France. On a fait des enquêtes internationales depuis 1956. Première enquête entre 57 et 63, 20 pays, 20 000 interviews. Et depuis, les enquêtes de ce type se sont multipliées et les classements internationaux font les choux gras des médias. Alors je vais vous présenter un des derniers classements tout de même. Le bien-être subjectif selon le rapport de l'ONU en 2013.
Les sondés des pays scandinaves, Danemark et Norvège en tête, se déclarent systématiquement les plus heureux. En queue de peloton viennent les pays les moins avancés et les pays touchés par des guerres. Le PIB et le bien-être subjectif sont fortement corrélés. Si on faisait une courbe, les pays, là, le nuage de points, finalement, on voit bien que les pays les plus pauvres se déclarent moins heureux, et il y a un nuage de points qui dessine un petit peu une courbe, tout de même. Pourtant, des écarts existent. Prenez le Costa Rica, 12e, un petit peu étonnant, et plus généralement, les pays d'Amérique latine se déclarent plus... Les sondés des pays d'Amérique latine déclarent un bien-être subjectif plus élevé que les sondés que ne le laisserait pronostiquer leur PIB. En Europe, c'est l'inverse, surtout pour la France et l'Allemagne. Les standards de vie en France et en Allemagne laisseraient pronostiquer un bien-être subjectif légèrement supérieur à ce qu'il est relevé. Alors ça a conduit certains chercheurs à parler du paradoxe français. Toutefois, j'ai envie d'être positif, remarquons que la France est quand même très proche de l'Angleterre, 22e, France, et également très proche de l'Allemagne. Les choses sont quand même très, très resserrées. En France, bon an, mal an, les sondés actuellement se déclarent pour 75-80% d'heureux, vous l'avez dit tout à l'heure, dont 15-20% de très heureux. Donc si on voit le verre, là, il est aux 3/4 plein, on ne va pas le voir au quart vide. Malheureusement, c'est ce qu'actuellement, dans les médias, on a tendance à écrire. Ce paradoxe français, en fait, prenons également, récemment, l'OCDE, il y a un an, publiait également un classement. Les Français se donnaient 6,6, les Allemands 6,7, c'était des notes sur 10, les Anglais 6,8. Moi, je suis prof, on vous l'a dit, 6,6, ça fait 13 sur 20. En France, 13 sur 20, c'est bien. Et comment est-ce qu'on se note aussi? On se note en fonction des normes de notation qu'on a eu l'habitude d'avoir, et les notes en France sont globalement plus basses que ce qu'elles sont en Angleterre ou en Allemagne. Donc finalement, tout ça est assez homogène. Donc j'ai envie d'être plutôt positif sur ce soi-disant malheur français qui a donné l'occasion d'un French bashing à l'international, sur lequel, à mon avis, on doit revenir. Et si je dois revenir à ma spécialité, donc quand même l'histoire, il faut relever les permanences de ce classement. Dans les années 70-80, donc ici je vais vous présenter une question à 3 paliers de réponse employant le terme heureux. Donc voilà la courbe. Voilà la courbe pour l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. Voilà la courbe pour la France, donc légèrement en deçà. La courbe pour l'Italie, remarquez que c'est le même classement. Et puis enfin la courbe pour la Belgique. On a ici, dans les années 70-80, on avait le même classement que ce qu'il était là en 2013 pour l'ONU. En fait, les écarts même se sont resserrés, notons-le, comme s'il y avait une sorte de matrice nationale qui faisait que, voilà, c'est difficile à expliquer, mais selon les nationalités, il y a une tendance à se dire plus ou moins heureux, et finalement, ça ne reflète pas véritablement un malheur français, à mon sens. À mon avis, ces classements internationaux doivent être maniés avec beaucoup de précautions, et ils posent le problème, comme souvent, dans les classements internationaux, de la validité de la comparaison. Le biais linguistique est important. Par exemple, je vous ai dit, les Français se disent moins satisfaits. Peut-être que satisfied en Angleterre, c'est pas tout à fait pareil que satisfait en France. Ça n'a pas exactement la même signification. Les biais de désirabilité sociale sont variables d'un pays à un autre. Donc tout ça, ça doit être manié avec précaution. Par contre, à l'intérieur de chaque pays, ces enquêtes permettent de mieux comprendre les déterminants du bonheur. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que faire l'histoire du bonheur, c'est aussi faire l'histoire des sciences du bonheur et de leurs résultats. Alors, quelles sont les corrélations avérées avec le bien-être subjectif? D'abord, il est lié aux revenus individuels. Les plus riches se disent plus heureux. L'argent, sans faire tout le bonheur, y contribue notablement. Le bien-être subjectif est également lié au statut marital. Alors, on reviendra, si on a un peu de temps, sur l'argent tout à l'heure, parce qu'il y a effectivement un effet seuil. Passer un certain seuil de revenus, l'euro supplémentaire mensuel ne m'apporte que quelque chose de très modéré en termes de bonheur. Ensuite, il est lié au statut marital. Les sondés en couple se disent plus heureux. Au lieu de résidence, les habitants des petites villes se disent plus heureux. À la religion, à l'étendue des relations sociales et aux opinions politiques. Les individus de droite se disent plus heureux. Alors, cependant, il n'est pas toujours aisé de savoir dans quel sens joue la causalité. Les heureux se mettent-ils plus facilement en couple ou le couple fabrique-t-il des heureux? De même, devient-on de droite
Devient-on de droite lorsqu'on est heureux ou devient-on heureux lorsqu'on est de droite? C'est très difficile de savoir. L'âge semble jouer un rôle sur le bien-être subjectif qui suit une courbe en U asymétrique au cours de la vie. Le bien-être subjectif est assez élevé vers 20 ans, comme si on avait des espoirs finalement, et puis une certaine liberté vers 20 ans. Ensuite, il diminue drastiquement vers 40 ans, pour atteindre un minimum vers 40 ans. Les espoirs de jeunesse ont été déçus, finalement on n'est pas devenu le président de la République, et puis on a beaucoup de responsabilités, donc on se rend compte que statistiquement le bien-être subjectif diminue vers 40 ans, pour ensuite atteindre un maximum vers 60 ans, comme si on avait dépassé finalement ces espoirs de jeunesse, et on arrivait à se satisfaire du nécessaire, comme dirait Balou, enfin on arrivait, voilà, en tout cas il atteint un maximum vers 60 ans avant de décliner à partir de 65 ans, à cause sans doute des problèmes de santé. Alors en revanche, c'est assez intéressant, les études constatent l'absence de corrélation statistique significative entre le bien-être subjectif et le genre, homme-femme, le niveau d'éducation, l'intelligence mesurée par le QI, ou le fait d'avoir des enfants. Sur la question de la santé, les conclusions divergent. Elles semblent indiquer que vous avez certainement fait des vœux de début d'année, vous avez peut-être dit que la santé c'était le plus important, et bien en fait, les conclusions de ces enquêtes montrent que c'est peut-être pas tant que ça le plus important. Alors finalement, ce qui frappe, en fait ce qui est déterminant, c'est la santé perçue. La santé objective est peut-être moins importante, en tout cas c'est les conclusions de ces sciences du bonheur. Ce qui frappe le plus les précurseurs des études sur le bien-être, c'est la faible part de la variance du bien-être subjectif expliquée par les facteurs sociographiques ou biologiques classiquement distingués. C'est pourquoi certains chercheurs se sont tournés vers l'hérédité. Partant de l'examen de populations spécifiques, les accidentés de la route, les gagnants de la loterie ou les jumeaux, homozygotes et hétérozygotes, vivant ensemble ou séparément, plusieurs recherches ont tenté de montrer que le bonheur d'un individu est déterminé par son patrimoine génétique, en quelque sorte. Il y en a même un chercheur qui s'est depuis rétracté, mais qui avait publié un article dans lequel il disait « mais c'est aussi aberrant d'essayer d'être plus heureux que d'essayer d'être plus grand ». Bon, il s'est rétracté, heureusement. Alors, les gagnants de la loterie et les accidentés paralysés, donc soit ceux qui ont un boost de bonheur ou au contraire quelque chose, un déficit, eh bien, auraient tendance plutôt à retrouver quelque temps après l'événement un niveau de bonheur, de bien-être subjectif à peu près similaire à ce qu'il était auparavant. La loterie, par exemple, paraît-il, ça fait 2 ans de bonheur. Au bout de 2 ans, même qu'on a gagné des millions, eh bien, on se retrouve au même niveau qu'on était avant. Alors, de même, les jumeaux homozygotes, donc les vrais jumeaux, élevés séparément et vivant dans des conditions objectives totalement différentes, déclareraient des niveaux de bien-être subjectif comparables. Tandis que les jumeaux hétérozygotes, donc les faux jumeaux, élevés ensemble, divergent de manière plus significative. Alors, la méthodologie de ces études est un petit peu critiquable. La taille des échantillons est un peu faible, les informations recueillies avant l'événement est sujette à caution. Il ne faut pas aller, et heureusement, sinon on s'arrête tout de suite de faire des recherches, il ne faut pas aller jusqu'au déterminisme héréditaire. Toutefois, il semble que certains acteurs soient plus favorisés que d'autres du point de vue du bonheur. Heureusement, d'autres paramètres interviennent, et interviennent de manière très forte, tels que le regard porté sur soi. Alors je ne vais pas m'aventurer dans le continent des psychologies, Christophe André est venu parler il n'y a pas longtemps, d'abord ce n'est pas mon métier, et puis d'autres conférenciers vous en ont parlé. Alors pour conclure, j'espère vous avoir montré qu'il était possible de faire l'histoire du bonheur, malgré le caractère fuyant et évanescent de la notion. Il s'agissait moins, vous l'avez compris, de le définir en philosophe, je ne suis aucunement philosophe, que de réfléchir à la manière dont les contemporains l'avaient conçu, dont les contemporains l'avaient vécu, que de réfléchir à l'évolution des idées, des représentations et des expériences. Le bonheur ne devient central dans les systèmes de valeurs que dans la seconde moitié du XXe siècle en France. De ce processus découle notre intérêt actuel, ainsi que le développement des sciences du bonheur. Sciences expérimentales, sciences économiques, sciences sociales. Les études se sont récemment multipliées et permettent de mieux comprendre ce qui nous rend heureux. In fine, j'aimerais rendre la parole au conteur. J'espère en effet vous avoir passionné, mais je suis conscient qu'une antique tragédie, une amusante comédie ou un poignant mélodrame vous aurait mieux fait vibrer. Les contes et les fictions sont plutôt tissés de malheur,
mais leurs auteurs savent nous bercer agréablement d'émouvantes péripéties. Aussi leur laisserai-je la parole. Il était une fois. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé qui va appeler plein de questions, plein d'interrogations, plein de témoignages, que vous soyez de gauche ou de droite, adepte de la farniente ou des joies tranquilles, en couple ou célibataire. Lancez-vous, n'hésitez pas. Qui prend la parole? Oh, on se lève pour le bonheur. On vous apporte un micro, madame. Juste pour dire merci et en même temps dire que j'ai 65 ans et que je suis heureuse. Merci pour ce témoignage. Donc. Allez, qui d'autre sur l'histoire du bonheur? Monsieur, au premier rang. Oui, il y a une dimension que vous avez évoquée un peu rapidement, mais sur laquelle vous n'êtes pas revenu. C'est à propos du lien entre le sentiment de sécurité et bonheur. Et j'y pense en particulier sur le plan du travail. Vous l'avez évoqué indirectement au travers des expériences de la General Electric. Mais il est intéressant de voir que dans l'enquête que vous montriez dans les années 50, qui était montrée sur le sentiment du bonheur, il y avait la famille, l'amour, le farniente et la pêche à la ligne. Il n'y avait rien sur le travail. Est-ce que ça ne serait pas abordé aujourd'hui ? La question du travail, effectivement, est abordée. Hein. Il y a une des rares études sociologiques vraiment très poussées, porte justement sur, elle s'intitule « Travailler pour être heureux ». Elle a été réalisée par un groupe de sociologues de Normal Sup, dirigé par Christian Baudelot et Roger Establet, je ne sais pas si vous connaissez. Et elle essaye de comprendre justement les sources du bonheur au travail. Et elle montre qu'il y a 4 sources du bonheur au travail. Le faire, c'est-à-dire ce qu'on fait véritablement, mais qu'en fait ce faire est largement dépassé par les relations qu'on peut nouer, également les voyages, et puis un sentiment d'épanouissement. Elle montre également que les gens résistent assez massivement lorsqu'on leur parle du bonheur, enfin lorsqu'on leur parle du travail, ils résistent assez massivement à évoquer le bonheur. Ils sont nombreux, la plupart disent que finalement ils sont quand même contents de travailler, mais par contre dans leurs explications et dans les justifications qu'ils évoquent de leur travail, on se rend compte que pour beaucoup en tout cas le travail n'est pas la principale source du bonheur. Par contre, quand on pose la question du bonheur aux gens de manière ouverte et spontanée, qu'est-ce que c'est que pour vous le bonheur? À ce moment-là, les gens font intervenir le travail, ce qui est assez paradoxal finalement. Quant à la question de la sécurité, le fait de perdre son emploi, la crainte de perdre son emploi. Alors effectivement, dans leur enquête, j'ai peu lu de... C'est pas vraiment la question qu'ils ont évoquée. Par contre, il y a un certain nombre de personnes qui se disent finalement heureuses d'avoir un emploi. Le fait d'avoir un emploi, déjà, effectivement, donne une certaine sécurité, et le fait de risquer de perdre son emploi met en insécurité, et l'insécurité, effectivement, n'est pas très propice au bonheur. L'anxiété n'est pas très propice au bonheur. Madame, alors vous appuyez sur le petit bouton pour que nous entendions bien. Oui. Je voudrais vous poser 2 questions. Une question sur le Bhoutan qui n'apparaît pas dans la liste des pays. Alors je suppose que vous avez dû avoir aussi des informations sur la façon de classer ou de se représenter le bonheur au Bhoutan. Et ensuite, une deuxième question qui est, est-ce que... Alors bon, vous êtes historien, donc vous avez une démarche qui n'est peut-être pas en lien avec la question que je vais vous poser, mais peut-être savez-vous s'il y a eu des corrélations faites entre différentes variables pour essayer de voir si la variation du bonheur était dépendante de variables que vous avez pu identifier. Alors, par exemple, si en corrélant avec l'environnement de guerre ou l'environnement, prendre d'autres variables pour voir si il y avait un lien avec l'évolution du bonheur. Et notamment, je pensais aux
30 Glorieuses, est-ce que vous avez fait des corrélations dans vos explications? Alors, d'abord sur le Bhoutan, effectivement, je vais peut-être préciser, en 1972, le roi du Bhoutan déclare que le Bhoutan va se fixer un nouvel objectif, autre que le PIB. Il va se fixer comme objectif le BNB, le bonheur national brut. D'accord. Alors, il se trouve que récemment, j'étais dans un colloque où il y avait une présentation justement sur le Bhoutan, un peu précise de comment ça s'était passé. Et déjà, il faut voir que c'est un coup marketing. Hein, le Bhoutan n'existe pas sur la scène internationale. C'est un tout petit pays en Asie, le Bhoutan, qui n'existe pas dans les années 60 sur la scène internationale. Et le roi du Bhoutan, qui a étudié à Oxford, voit qu'il y a une valeur qui est en train de monter. Et il dit clairement comment faire apparaître mon pays sur la scène internationale. Aujourd'hui, vous connaissez tous le Bhoutan, alors que pourtant c'est un pays quand même assez petit, peu peuplé, alors qu'il y a des tas de pays aussi qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît toujours pas. Et le Bhoutan réalise un coup marketing, c'est-à-dire qu'il décide de substituer le bien-être, le PIB, à une recherche du BNB. Pourquoi le Bhoutan n'apparaît pas dans ces classements internationaux? C'est parce que malgré cette recherche du BNB, en fait, les habitants du Bhoutan ne se déclarent guère heureux. C'est pour ça qu'il apparaissait pas. C'est vrai que j'aurais pu le faire paraître. Je ne peux pas vous dire, je voudrais pas vous dire une ânerie. Donc je ne sais pas exactement où il apparaît, mais il est loin d'être dans les premiers. Et voilà, enfin, il est assez mal classé. Et pour améliorer le BNB, par exemple, au Bhoutan, on n'a pas le droit de se baigner dans les rivières. Parce que ça serait censé abîmer l'environnement. Donc bon, pour le Bhoutan, moi je suis un petit peu mitigé sur l'exemple bhoutanais. Je ne sais pas si c'est vraiment un exemple à suivre. C'est pas vraiment un pays démocratique. Hein. L'économie au Bhoutan, ça va pas très bien. D'ailleurs, il y a eu pas mal de changements récemment au Bhoutan parce que en fait, cette recherche du BNB, elle n'a pas vraiment conduit les habitants à voir leur bonheur tant que ça s'améliorer. Ça a même été abandonné. Et pas complètement abandonné, mais disons qu'on est largement revenu là-dessus. Mais par contre, ça a très bien réussi sur le plan international, hein, parce que depuis 72, on a commencé à en parler. Récemment, je crois que c'était en 2008, le roi du Bhoutan est venu à l'ONU, et donc du coup, il y a eu tout un foin, si vous me permettez, là, autour du Bhoutan, qui a permis au Bhoutan de se faire connaître. En fait, le Bhoutan était dans une stratégie, c'est un pays qui est pas loin du Népal, et il fait ça au moment où il y a une vogue hippie, hein, de gens qui partent à Katmandou, etc. Et presque un tourisme de masse, et le pays en fait se ferme un petit peu aux touristes. C'est très cher pour aller au Bhoutan, c'est très compliqué, et pour lui c'était une manière un peu de se démarquer par rapport au Népal. Bon, ça c'est pour le Bhoutan. Ensuite, sur la question des corrélations entre la guerre et le bonheur, oui, c'est ce que j'ai dit, hein, si je remonte le classement, hein, ici, les pays dans lesquels il y a des guerres, hein, vous voyez ici en 2013, donc Syrie, République centrafricaine, c'est des pays qui sont en guerre. Donc il y a très nettement une corrélation entre la guerre et le bien-être déclaré, une corrélation négative. Hein. Les pays dans lesquels il y a la paix voient leur bien-être subjectif augmenter. Et d'ailleurs, il y a un effet paix, à mon avis, qui est important pendant ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Alors par ailleurs, dans mon livre, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que c'est un peu technique, je m'oppose à l'expression 30 Glorieuses. 30 Glorieuses, c'est une expression qui a été forgée par Jean Fourastier en 1979. J'ai écrit un article dans la revue d'histoire moderne et contemporaine pour essayer justement qu'on revienne, qu'on abandonne en fait cette expression qui paraît en 1979 dans les 30 Glorieuses ou la Révolution invisible de Fourastier, qui n'est pas validée par la communauté historienne dans les médias, mais qui immédiatement, 3 ans plus tard, apparaît dans les manuels scolaires. Et depuis elle a été véhiculée, et les historiens, en fait, ils ont été un peu contraints de l'employer, sans forcément la valider, et elle n'a pas vraiment de légitimité scientifique. C'est Fourastier qui est un économiste qui a 79, je crois qu'il est né en 1908, il doit avoir 75 ans quand il écrit son ouvrage. En fait, par la société de consommation, il a été terriblement déçu dans les années 60. Et à cet âge-là, au moment où il y a la crise, il se retourne un petit peu sur son passé et il a une forme de nostalgie. Et du coup, sa nostalgie le radoucit et il commence à écrire « Ça, c'était les 30 Glorieuses ». Il est bon, son argumentaire est bien fait, donc il nous explique ces années qui ont vu l'espérance de vie considérablement augmenter, qui ont vu la lecture et l'accès à la culture, qui ont vu le confort matériel. En réalité, la culture, ça date, le mouvement d'ascension de la culture,
ça date de Jules Ferry. Enfin, déjà, ça s'enracine avant, mais je veux dire, l'accession à la culture, ça débute bien avant 1945. Les progrès de l'espérance de vie, les antibiotiques, c'est égal. Enfin, 1929, l'EMIC. Donc, c'est tout un tas d'inventions qui datent d'avant 45. On vit plus vieux aujourd'hui que c'était dans les 30 Glorieuses. On est plus cultivé aujourd'hui que qu'on l'était après 1975. Il nous parle également des appareils électroménagers. Donc, en fait, tout ça, son argumentation, elle est très habile, elle est très consensuelle. Quand on le lit, on ne peut pas le réfuter immédiatement. Mais en réalité, elle ne tient pas forcément très bien la route scientifiquement. Par contre, ce qui est vrai, moi, dans mon livre, je parle d'une période, je raccourcis, et si... Il y a quand même je pense qu'il y a des périodes dans lesquelles on est plus heureux que d'autres. Je pense qu'il y a une corrélation entre les événements historiques et le bonheur. Par exemple, les événements historiques comme la guerre. Et typiquement en France, il y a une période très positive qui dure de 1962 à 1975, période que j'appelle les très heureuses. Pourquoi est-ce que 1962-1975 ? Parce qu'en fait, certes, c'est la paix en 1945. Mais en fait, de 1945 à 1948, le pays est détruit. Donc il faut le reconstruire. Donc il y a quelques moments de liesse à la libération. Oui, il y a des balles, il y a des manifestations de spontanéité, il se passe des choses. Mais en fait, assez rapidement, les gens déchantent. Et quand les enquêtes sociales de 1946-1947 montrent un sentiment, c'est l'horreur. L'hiver 46-47, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Donc on ne peut pas vraiment faire commencer les 30 Glorieuses à ce moment-là. Ensuite, il y a les guerres coloniales, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Alors, mettre les 30 Glorieuses, mettre les années 50 dans les 30 Glorieuses au moment où il y a 1 million d'appelés qui partent à la guerre d'Algérie, où dans les familles, on a tous un frère, un fils, un cousin qui est à la guerre, qui risque de mourir, ça me paraît un petit peu délicat. D'autant que jusqu'au milieu des années 50, il y a certes de la croissance, mais la croissance, elle est absorbée par les guerres coloniales, et elle est absorbée par les investissements, la modernisation de la France. Et comme cette croissance, elle est absorbée par les investissements, en fait, elle ne profite pas terriblement aux gens. Donc les gens vont commencer à en profiter dans la deuxième moitié des années 50. Si on regarde les courbes de taux d'équipement des ménages, par exemple, finalement, c'est ce dont Fourassier nous parle. Il nous parle, par exemple, des frigos, des machines à laver, etc. Les ménages sont à moitié équipés. Le taux de 50% d'équipement, il est atteint au milieu des années 60, vers 65, quelque chose comme ça. Et la courbe, elle augmente terriblement, avec une pente très forte, seulement à partir de la deuxième moitié des années 50. Et jusqu'en 1962, c'est la guerre d'Algérie. Donc c'est pour ça que je trouve que 62, c'est une articulation assez pertinente. J'avais hésité avec 58, parce que 58, c'est le changement de régime. On croit, la 4ème République, elle n'a pas beaucoup marché, elle faisait pas recette. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de gens qui lui étaient attachés. En 58, De Gaulle, il arrive au pouvoir. C'est pas complètement un coup d'État, il légalise, etc. Mais on n'est quand même pas loin. Il y a pas mal de gens qui crient au coup d'État. Et donc, je trouve que 62, enfin, c'est la paix pour une population qui a connu une, voire 2 guerres mondiales, puis des guerres coloniales assez traumatisantes. Je trouve que c'est une articulation assez pertinente. Et puis ensuite, la borne aval, par contre, 75, ça justifie assez, parce qu'en 73, il y a un choc pétrolier, vous le savez, mais en 73, il est perçu comme un soubresaut conjoncturel. Et c'est seulement, il faut 2 ans plus tard pour que ce soubresaut conjoncturel soit transformé en vécu de crise chronique. Donc là, on le voit très bien dans les enquêtes de pessimisme. Est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce qu'il y a des enquêtes, par exemple, est-ce que vous avez passé une bonne année ? Et est-ce que l'année à venir sera meilleure ? Bien, on voit très nettement une inversion autour du début des années 60, vers 62. Avant, les gens n'avaient pas passé forcément une très bonne année, étaient assez inquiets de l'année à venir. C'est positif, c'est optimiste jusqu'en 75, et à ce moment-là, on voit aussi une baisse de l'optimisme. À la fois parce qu'il y a la crise économique, et puis aussi c'est la fermeture des années 68. En 68, il y a eu une ouverture. Donc en 68, la société française majoritaire pouvait continuer de vivre selon le modèle consumériste, mais ceux qui étaient déçus par le consumérisme, ceux qui le critiquaient, ont pu vivre une forme d'ouverture. On peut expérimenter des choses. Alors tout le monde n'est pas hippie, tout le monde ne part pas au Népal, tout le monde ne vit pas en communauté, mais disons que même si ça touche finalement des franges assez minimes de la population, ça a des échos et ça laisse suggérer un optimisme, il se passe quelque chose. Et puis, finalement, il y a une forme de déception, un désenchantement après 68, et ce désenchantement, il intervient justement vers 74, 75. Et troisième point, troisième point, 74-75, c'est aussi la vague de désenchantement du PCF, du monde communiste, c'est les grandes mémoires. 74, je crois que c'est
Solzhenitsyn, il me semble, et puis il y a tout un tas de mémoires d'anciens communistes. On se rend compte qu'en fait, c'était pas si bien. Donc tout ça fait un profond désenchantement. Et enfin, l'effet paix, l'effet qui était lié à la paix, qui était fort en 62, bah aussi finalement on s'habitue à la paix, donc cet effet de vivre en paix, il diminue un petit peu, et donc tout ça se condense, converge pour, à mon avis, clore une période, ce que j'appelle, bon, un petit peu avec provocation, très heureuse, mais cette période des très heureuses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Allez, qui d'autre? Bien des questions. Madame. Ici. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir un peu, tout à l'heure, vous avez dit justement... On n'entend pas, madame. D'accord, plus proche, c'est ça. Oui. Donc tout à l'heure, vous avez dit que selon une étude anglaise, le bonheur était une épidémie. Et je voudrais savoir pourquoi en France, les individus se sentent heureux individuellement, mais que collectivement, on n'a pas justement ces effets d'épidémie, d'une part. Et enfin, si vous aviez peut-être une idée là-dessus. Et deuxièmement, je voulais savoir s'il y avait une corrélation avec ce sentiment grandissant de bonheur et peut-être une diminution du taux de suicide, par exemple, en France, ou alors consommation des benzodiazépines. Voilà, merci. Alors, d'abord sur l'étude qui montre que le bonheur se propage selon des modèles épidémiques, c'est une étude qui a été réalisée à propos des réseaux à la fois des réseaux sociaux et puis des réseaux parce qu'elle date de 2008, donc c'est un peu avant la vague des réseaux sociaux, mais aussi simplement des réseaux relationnels. Et que elle montrait qu'en fait, si je suis heureux, les gens que je vais côtoyer ont tendance à aussi se déclarer plus heureux et que ça varie dans le temps. C'est ça, ce modèle épidémique. Donc du coup, c'est pas forcément lié au bonheur individuel ou collectif. Par contre, sur le bonheur collectif, c'est du bonheur individuel qui se déploie selon l'épidémie. Alors sur le bonheur collectif, effectivement, si on pose la question en France, aux gens, est-ce que vous êtes heureux? Oui. Est-ce que la France va bien? Est-ce que la France est heureuse? Non. C'est un peu un paradoxe, et ça fait une bonne vingtaine d'années que ça dure. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs pendant la période que j'évoquais là tout à l'heure, les très heureuses, où les deux allaient de pair. Pourquoi? À mon avis, c'est sans doute lié à l'influence quand même très forte des récits déclinistes, d'une certaine idée décliniste, comme quoi la France va mal, et ces récits sont propagés très largement à travers les médias, et ils sont, d'après ce que j'ai pu lire, moins présents dans d'autres pays. Comme si finalement il y avait une matrice assez pessimiste en France, discursive, qui prenait, une mayonnaise pessimiste qui prenait, et qui paradoxalement n'empêche pas les gens de se sentir heureux à titre individuel. C'est un peu pareil, on vous demande est-ce que la situation ira mieux dans 6 mois en France? Non. Est-ce que votre situation personnelle va se détériorer? Non. Comme si, alors peut-être aussi, c'est peut-être par contraste, le bonheur ça s'éprouve aussi par contraste, donc la France va pas bien, moi ça va, je suis pas trop touché, et donc il peut y avoir un gap comme ça assez fort entre la situation collective et la situation individuelle. Sur la question du suicide, j'ai pas mené d'études précises. Ce qui est sûr, c'est que les pays scandinaves sont les pays dans lesquels on se déclare le plus heureux, et sont aussi les pays dans lesquels il y a les plus forts taux de suicide. Alors, c'est assez paradoxal. J'ai du mal à l'expliquer. Je ne peux pas vous l'expliquer. Est-ce que finalement ils se déclarent plus heureux parce que tous les autres se sont suicidés? Je ne pense pas. Mais je n'ai pas mené l'étude. Il y a une étude, il y a Durkheim qui a écrit sur le suicide, une étude fondatrice. Il y a Jean Beichler qui a écrit également une étude assez récente qui a renouvelé considérablement le sujet. Mais moi, j'ai pas mené. Donc moi, je voulais pas. Longtemps, on a trouvé que le bonheur, on a donné une définition négative du bonheur.
Le bonheur, c'est l'absence de malheur. Le bonheur, c'est des malheurs consolés. De la même manière, avant, on pensait que la maladie, c'était l'absence, la santé, c'était l'absence de maladie. Aujourd'hui, pour l'OMS, depuis 1967, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, social et psychologique. Donc, je voulais plutôt avancer dans une définition positive. Quant aux benzodiazépines, j'ai lu récemment, il y a quelques années déjà, un article qui liait la consommation en France d'antidépresseurs au fait tout simplement que ça avait été une invention française. Les Allemands, l'aspirine, c'est une invention allemande, ils consomment beaucoup plus d'aspirine. Et les Français, ils ont inventé le Prozac et ils consomment plus de Prozac. Alors, ça avait l'air d'être une étude sérieuse, hein, je n'ai pas mené d'enquête plus poussée, mais je ne l'ai pas sur moi, mais je pourrais éventuellement vous la retrouver. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Oui, ici. Alors attendez, on va vous donner un micro parce que vous êtes filmé. Vous ne le savez pas, mais vous êtes filmé. Cet entretien sera diffusé sur le site de la ville, comme tous les autres. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai une première petite question. Je voulais savoir si l'importance qui est accordée aujourd'hui au bonheur se retrouve dans l'histoire plus lointaine. À savoir, dans l'Antiquité. Alors, peut-être, ma question est peut-être en dehors de votre champ d'expertise. Mais voilà, je voulais savoir si c'était une première dans l'histoire ou pas. Sinon, après, là, c'est aussi peut-être... j'extrapole aussi peut-être un peu, mais je voulais savoir si vous aviez une idée sur l'évolution, l'importance qui est accordée au bonheur aujourd'hui, dans les années à venir. Est-ce que vous pensez que ça va perdurer ou pas? Et si vous avez un petit peu de temps encore, je voulais savoir si vous pouviez parler rapidement de la corrélation entre la religion et l'importance qui est accordée au bonheur selon les différents types de religions, monothéistes ou polythéistes. Voilà, bon après, c'est... Voilà. Merci. Alors, moi, je vais répondre d'abord sur l'avenir. Malheureusement, je n'ai pas ma boule de cristal, elle s'est cassée, et donc je ne pourrais pas vous donner une réponse fiable. Je suis historien et pas devin. L'astrologie m'intéresse, mais bon, je lis l'horoscope de temps en temps, mais normalement pour demain, pour moi c'est bien, je suis bélier, et vous Bon, mis à part cette boutade, on peut sans doute penser que ce mouvement c'est quand même un mouvement de fond et que c'est pas demain que ça va disparaître. Donc ça m'étonnerait qu'on revienne très rapidement sur cette valeur. Voilà, mais je ne peux pas vous en dire plus. Sur la question de l'importance du bonheur dans les périodes plus anciennes, la réponse est oui. Moi, je me suis intéressé, en fait, comme j'ai fait une thèse, je voulais être un peu exhaustif, donc forcément, je resserre la période. Vous m'avez demandé pourquoi j'ai commencé en 1945. D'abord parce que je ne voulais pas travailler sur une période de malheur, qui était la guerre. Je voulais travailler plutôt sur une période, après les guerres mondiales, et puis il fallait bien trouver des bornes chronologiques pour pouvoir mener une étude fouillée. Déjà, j'avais 11 000 bouquins, voilà, ça fait déjà quand même un matériel assez conséquent, donc le temps manquait pour tout embrasser. En revanche, j'ai quand même jeté un œil sur ce qui se passait dans les périodes plus anciennes. Je vous ai évoqué le 18e, dans lequel on parle beaucoup du bonheur collectif. Il y a d'ailleurs une des rares thèses sérieuses sur le bonheur. C'est une thèse de littérature de Robert Mosey en 1960 sur l'idée du bonheur chez les Lumières, dans la littérature des Lumières. Alors c'est une thèse de littérature qui en fait se consacre uniquement à quelques grands, enfin pas quelques, mais beaucoup d'écrits des Lumières, Rousseau et d'autres, et qui montre que là, à ce moment-là, il y a une importance du bonheur collectif et également de la nature dans les écrits des Lumières qui relient, donc qui parlent du bonheur. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Et puis surtout, évidemment, il y a le bonheur dans l'Antiquité. Les philosophes grecs définissent le bonheur, parlent beaucoup du bonheur, l'eudémonia. Il y a trois courants principaux dans l'Antiquité sur le bonheur. On a d'abord les stoïciens. Les stoïciens pour lesquels en fait la recherche du bonheur elle est un petit peu vaine. Ils recherchent l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de douleur, l'absence de malheur, parce que de toute façon on va mourir. Donc en fait le bonheur ça ne peut pas perdurer. Donc en fait il faut arriver à se trouver un état intérieur dans lequel on est finalement le moins malheureux possible, parce que les choses vont changer, les choses vont évoluer. Donc il faut arriver à se détacher de la contingence matérielle pour parvenir justement à une forme d'harmonie intérieure. Premièrement, donc les stoïciens. Deuxièmement, à l'inverse des stoïciens, ceux qu'on appelle les hédonistes, qui est un courant fondé par Aristippe de Cyrène, qui eux vont rechercher le bonheur à tout crin et surtout les plaisirs de la vie à tout crin. Quitte éventuellement à ce que ces plaisirs nous ensuite posent problème. Et puis au milieu, on a ceux qu'on appelle les épicuriens,
donc conduit par Épicure. Épicure nous dit que la philosophie, c'est une activité qui procure la vie heureuse. Vaste programme. Et donc, Épicure, c'est quoi? C'est une forme d'arithmétique des plaisirs et des peines. Alors, si je bois un coup de trop ce soir, je vais être heureux, mais demain, j'aurai la gueule de bois. Alors, il y a une forme de courbe. On cherche l'optimum de la courbe. Donc, il vaut mieux boire 3-4 verres. Comme ça, je suis quand même légèrement guiré. Et le lendemain, j'ai pas trop mal à la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, les hédonistes avaient été complètement oubliés par l'histoire. Ce n'est que récemment que, par exemple, Michel Onfray a retrouvé des textes hédonistes et les a remis au goût du jour, et qu'en fait, pendant longtemps, on a assimilé Épicure aux hédonistes. Et par exemple, j'ai fait une étude sur les citations, et j'ai pris tous les Larousse depuis 1900. Et dans tous les Larousse depuis 1900, on trouvait cette citation d'Horace sur Épicure qui parlait des porcs du troupeau d'Épicure. Et Épicure était voué aux gémonies, c'était une espèce de quelqu'un comment dirais-je, de la débauche, un débauché, cet Épicure, alors qu'en fait, Marguerite Yourcenar, qui dit que la philosophie d'Épicure, c'est un lit étroit mais propre, elle a largement raison. En fait, cette ascèse comptable des plaisirs et des peines est loin d'être une débauche de plaisir. Et ce n'est que récemment, aujourd'hui, Épicure a été au contraire complètement revalorisé. Les stoïciens sont un petit peu relégués. Oh non, ils ne sont pas drôles. Les hédonistes restent un petit peu associés quand même à la débauche. Et finalement, le modèle, l'idéal, il suffit d'ouvrir un magazine, un Philosophie Magazine, ou même un Elle, ou un Cosmopolitan, pour qu'on nous parle de la philosophie d'Épicure. Et dans chaque dossier sur le bonheur, on nous parle d'Épicure. Enfin, sur la religion, je dois vous avouer que je vais sortir mon joker, parce que je n'ai pas fait d'études différentes entre le polythéisme et le monothéisme par rapport au bonheur. Donc, il y a des liens entre la religion et le bonheur, mais je ne vais pas m'aventurer sur le terrain religieux, si vous me le permettez. C'est prudent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? N'hésitez pas, oui. Avec le micro. De l'enfant et même du bébé. Oui. Ça pouvait être quelque chose d'intéressant de voir les manifestations de bonheur ou de plaisir, la façon dont ça se montre et la communication à partir du sentiment, du ressenti. D'accord. Bonheur ou de la joie? On recevra Catherine Dolto, c'est ça, à la fin du cycle. C'est une question que vous pouvez me poser. Vous voulez dire du bonheur de l'enfant? Depuis le plus jeune âge, depuis le bébé. Le regard d'un bébé, sa communication avec ses parents, par exemple, ça peut en dire beaucoup sur son état de bonheur ou de non-bonheur. Et ensuite, l'évolution. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé assez peu, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment mon objet de recherche. Effectivement, on pourrait parler du bonheur chez le bébé ou chez l'enfant. Certainement, le sourire des bébés, on peut repérer des signes de bonheur. Il y a quelques études qui essayent d'évaluer le bonheur. Alors des bébés, je ne sais pas, mais des enfants, c'est très difficile actuellement. Justement, il y a des outils qui sont en train d'être conçus pour appliquer les enquêtes de bien-être subjectif à l'enfant. À l'enfant de 3 à 5 ans, puis ensuite l'enfant un petit peu plus grand. Enfin, il y a 3-4 déclinaisons de l'enquête avec des outils, des smileys, Alors, poser la question à un enfant de 5 ans, est-ce que vous êtes heureux, on serait rendu compte que ce n'était pas du tout fiable, les réponses. Mais par contre des indicateurs transversaux, si vous voulez, qui permettent ensuite d'apprécier le bonheur d'un enfant. On peut sans doute aussi l'apprécier à partir de signes extérieurs. Le problème de l'appréciation par des signes extérieurs, c'est que ces signes extérieurs, ils ne sont pas toujours très fiables. Parfois, on peut sourire faussement, on peut sourire vraiment. Alors, on nous dit qu'évidemment, un vrai sourire, c'est un sourire qui se transmet jusqu'à l'œil avec le muscle zygomatique qui ensuite revient jusque dans la pupille et qui nous fait éclairer la pupille, mais et que ça, c'est très difficile, que seules peu de personnes peuvent se faire briller la pupille de manière volontaire. Mais l'observation par les tiers, c'était une des méthodes qui a été employée pour essayer de mesurer le bonheur. Et les recherches sont quand même un petit peu revenues là-dessus. Moi, je me suis intéressé, alors ça ne va pas vraiment répondre à votre question,
mais je me suis intéressé quand même par contre aux pratiques pédagogiques et à l'évolution des pratiques pédagogiques et des pratiques de la manière dont on concevait l'éducation. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un bouleversement dans les années, des années 60, je sais pas, vous connaissez peut-être Libre Enfant de Summerhill, qui justement, le bonheur de l'enfant va être quelque chose de très important, de plus en plus important. Auparavant, on essayait de régner plutôt, et puis de tutorer parfois un petit peu à la dure dans l'éducation, et progressivement on s'est rendu compte que le bonheur de l'enfant c'était quelque chose d'important, que c'était tout aussi efficace pour éduquer et faire transmettre des savoirs, transmettre des morales, et du coup éduquer dans le bon chemin les enfants. Et du coup on a accordé une place centrale au bonheur des enfants. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Truffaut qui s'appelle L'argent de poche, qui est assez poétique justement à ce propos, qui montre bien l'évolution des normes d'éducation. Et donc ça parle directement du bonheur de l'enfant. Après, moi, c'est vrai que mon sujet, c'était pas d'essayer d'évaluer le bonheur des enfants. Et puis historiquement, vous savez, l'historien a besoin de sources pour faire ses travaux. Et en fait, il y avait peu de documents sur la question. Alors, sur l'enfant, un petit peu, mais pas tant que ça d'enquêtes, puisque les enquêtes, elles apparaissent en 1946, elles sont d'abord faites auprès des adultes. Les journaux intimes, c'est plutôt des adultes ou des adolescents qui les écrivent. Donc on a assez peu de documents pour faire une histoire, en fait, du bonheur de l'enfant. On a des documents qui permettent de faire une histoire de la place du bonheur dans les pratiques pédagogiques, dans les pratiques d'éducation, mais c'est assez... c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais par exemple, dans l'éducation, actuellement, il y a plein de mouvements pour essayer de remettre le bonheur à l'école, de favoriser le bonheur à l'école. Soit, il y a des cours de bonheur. Récemment, à Harvard, ils ont ouvert un cours de bonheur, et c'est en train de se créer aussi en France. Il y a un professeur de bonheur, Tahar Ben Jelal, comment ? Jeloun, voilà, c'est ça, qui fait un cours de bonheur à Harvard. Et ça va arriver dans les grandes écoles et dans les universités françaises. Et puis, outre un cours spécial sur le bonheur, à l'école, on essaye, par exemple, je participe à un groupe de travail, on organise dans 2 jours, je fais un peu de pub, les ateliers du bonheur à l'école, à la Halle des Blancs-Manteaux, à côté de République. Et l'objectif, c'est justement de comment favoriser l'épanouissement des élèves. On passe... de 3 ans jusqu'à 18 ans sur les bancs des écoles, c'est long. Et du coup, il y a beaucoup d'élèves qui s'ennuient. Comment arriver à transmettre des connaissances tout en favorisant le bien-être? Comment arriver à former des adultes heureux? C'est quand même l'un des objectifs, à mon avis, majeurs de l'école, et c'est des tendances qui se dessinent actuellement. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que je suis responsable formation, et donc on s'intéresse beaucoup à la pédagogie. Et effectivement, on se rend compte inversement que c'est le bonheur, enfin le bien-être et le plaisir qui créent des conditions favorables à l'apprentissage. Et inversement, quand l'environnement, enfin ça scientifiquement il y a des études, enfin on est plus sur la dimension de psychologie et de psychiatrie. Alice Miller a parlé de pédagogie noire notamment. Mais c'est vraiment pour ça que les pédagogues s'intéressent au bien-être et au plaisir. Et on creuse un peu sur tout ce qui est neurosciences aujourd'hui, qui confirme cet aspect-là, mais qui montre aussi qu'on a un champ de connaissances très important qui s'ouvre devant nous là-dessus. Voilà. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un petit peu comme, c'est le prolongement. Il y a aussi des nouveautés, mais de ce que j'évoquais tout à l'heure sur Maillot. Des ouvrières heureuses, elles sont plus productives, et des enfants heureux, ils sont plus, j'aime pas trop ce terme productif, mais ils apprennent mieux, quoi. Ils apprennent mieux, et du coup, utiliser le bonheur comme un levier. Moi, je suis enseignant, c'est sûr que quand mes élèves, je leur assène un cours magistral ennuyant, et où je les menace de leur donner des heures de colle, c'est pas comme ça qu'ils apprennent le mieux. Il faut mieux essayer de favoriser une ambiance favorable en classe, un climat scolaire propice au bien-être, d'essayer de les écouter, de les accompagner, d'être bienveillants. Et c'est finalement, alors certains pourront penser que c'est de la nouvelle pédagogie ou que c'est voilà, finalement, mais en réalité c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on apprend bien. Alors parfois c'est l'enseignement à la dure, parfois ça marche, mais bien souvent
c'est pas le plus efficace, et il y a des tas d'élèves qu'au contraire ça dégoûte, tandis que les élèves, finalement ceux qui réussissent avec l'enseignement à la dure, ils réussiraient aussi bien, voire même mieux, avec un enseignement bienveillant dans lequel ils construisent eux-mêmes leur savoir, et ils ont une appétence pour ce qu'ils font, ça leur plaît, c'est ce qu'ils veulent, et c'est ça qui est intéressant à mon avis dans l'éducation de demain. En plus, si on utilise des nouvelles technologies, il y a des possibilités de rendre les choses beaucoup plus ludiques et de les rendre heureux. Et quant aux neurosciences, effectivement, je ne sais pas si vous pensez aux travaux de Changeux, de Jean-Pierre Changeux sur les plaisirs, qui montrent que finalement, donc il y a une plasticité neuronale. J'aime bien les neurosciences. Il y a une plasticité neuronale et qui fait que on apprend ce qui nous fait plaisir. Donc le plaisir devient un élément central dans les processus d'apprentissage, dans les connexions synaptiques qui se font à l'intérieur de notre cerveau, et c'est assez intéressant justement alors c'est pas du tout ma spécialité, hein, je vous avoue que ça m'arrive de lire ça en amateur, je suis pas du tout dans mon domaine, mais voilà, on apprend nos neurones lorsqu'on a fait une action qui est efficace et qui nous a donné du plaisir, et bien on crée des connexions neuronales. Donc le plaisir arrive jusque dans la neuroscience, effectivement. Il y a une question. Vous m'entendez là? Oui. Je voulais juste vous demander si les informations négatives qu'on a tous les jours agissent aussi. Vous aviez eu des travaux là-dessus, sur le bonheur et les informations négatives de tous les jours qu'on a au cours de l'année, tous les ans, la crise qui dure depuis 10 ans, etc., etc. Je voulais savoir si vous aviez eu des études là-dessus. Alors, il y en a. Pendant quelques années, par exemple, Jean Baudrillard, dans les travaux de Jean Baudrillard, parlait de la société de consommation qui se vivait comme une citadelle assiégée, et qui évoquait l'irruption des images du Biafra, par exemple, parce que à l'époque c'était dans les années 60, comme quelque chose qui, paradoxalement, nous contribue à créer un sentiment d'adhésion à la société de consommation, parce que le téléviseur c'est quelque chose d'assez lointain, et donc en voyant des images horribles, par contraste, comme le bien-être, c'est quelque chose qui se construit par contraste. On s'habitue à tout, hein. On s'habitue, enfin pas à tout, mais à presque tout, et donc un stimulus répété qui se répète de jour en jour, finalement, il atténue son effet. Pensez à l'addiction, hein, les comportements d'addiction, on doit à chaque fois augmenter la dose pour obtenir la même sensation. Et donc c'est le contraste qui fait ça. Et donc du coup les images très violentes qui pouvaient arriver dans nos foyers contribuaient à forger un sentiment d'adhésion à la société de consommation, au monde moderne, qui du coup, selon lui, était propice au bonheur. Récemment, des études ont montré l'inverse plutôt. Par exemple, alors j'en ai pas directement pris connaissance, je les ai pas lus pour tout vous dire, mais j'en ai pris connaissance et j'ai discuté avec des gens assez sérieux, qui s'y connaissent, et les études elles disent que en fait l'arrivée d'images violentes dans nos foyers et d'images du monde en crise, de la crise, et bien en fait diminue le bien-être subjectif, et comme si on avait une sorte d'empathie, et le fait de se vivre comme en crise, eh bien, venait diminuer notre bien-être subjectif. D'un autre côté, c'est un petit peu contradictoire avec ce que je vous disais tout à l'heure, puisque les Français qui se disent « Ah non, ça va pas bien, mais moi ça va », et qui du coup augmentent leur bien-être. Donc je ne peux pas trancher dans le vif du sujet sur cette question. Je ne peux pas vous apporter de réponse définitive, et les recherches sont en cours. Allez, on prend deux questions encore peut-être. Monsieur. En sociologie, est-ce que la quête du bonheur est majoritairement féminine? Pour étayer ma question, je me base sur la composition de votre auditoire ce soir. La réponse est oui. La réponse est oui, je vais développer un petit peu. Disons que la réponse est oui, mais qu'il y a des changements. Vous avez vu que là, tout à l'heure, par exemple, dans le cycle de photos, le bonheur était genré. J'ai écrit un article qui s'appelle « Le genre du bonheur ». Et dans les années 45, d'ailleurs j'en parle également dans l'ouvrage, à la Libération, le bonheur est très nettement genré.
le bonheur, c'est un lot de consolation qu'on réserve aux femmes. Déjà, Madame de Staël écrivait la gloire pour une femme et le deuil éclatant du bonheur. Et Simone de Beauvoir citait abondamment cette citation de Madame de Staël dans Les Mémoires d'une jeune fille rangée, dans La force de l'âge. Et effectivement, Monterland aussi, dans Les jeunes filles, nous explique qu'un homme, lui, ne doit pas se soucier du bonheur, tandis que pour une femme, le bonheur est quelque chose de très concret. Et donc, il y a vraiment un caractère genré. Aux hommes, la gloire, la réussite. Aux femmes, le bonheur. Du coup, il y a des déclinaisons aussi très genrées du bonheur. Aux femmes, on va proposer la réussite et le bonheur dans le ménage. Et aux hommes, on va leur proposer le bonheur et la réussite dans le travail. Et regardez, il y avait une intériorisation forte de ces normes. Si je remontre ici les 49% des femmes qui choisissent les joies de la famille, c'est quand même très net. C'est que ces normes sociales, cette socialisation et ce genre du bonheur, il est très largement intériorisé par les femmes. De la même manière le reste des éléments qu'elles choisissent, c'est les voyages et puis en troisième lieu l'amour. L'amour également, on propose l'amour aux femmes et elles semblent adhérer, malheureusement. Pas heureusement ou pas malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une intériorisation très forte de cette différence des genres. Alors, cette différence genrée a largement diminué. De nos jours, les hommes aussi veulent être heureux. Et lorsqu'on parle du bonheur, eh bien, ça intéresse aussi les hommes. Alors, je ne connais pas la composition habituelle de l'auditoire des entretiens d'ici. Je ne sais pas si, en général, il y a plus de femmes que d'hommes. Il se trouve que dans les ouvrages que j'ai analysés, par exemple, il y a beaucoup plus d'auteurs d'ouvrages sur le bonheur. Dans mon corpus d'ouvrages, il y a beaucoup plus d'auteurs que dans l'édition en général. Il y a quand même plus d'auteurs, parce que de toute façon, il y a plus d'auteurs masculins que d'auteurs. Donc ça reste quand même, voilà, les écrivains sont majoritairement des écrivains plus que des écrivaines. Mais si on regarde en proportion de ce qui se fait dans l'édition en général et dans mon corpus d'ouvrages, il y a beaucoup plus de femmes qui écrivent des romans dédiés au bonheur. Et puis, dans les années 50, il y avait beaucoup de titres des ouvrages qui étaient constitués de un prénom de femme et bonheur, genre le bonheur de Rosie. Et il n'y avait aucun titre d'ouvrage qui était composé il n'y avait pas le bonheur de Claude ou le bonheur de Rémy, ça n'existait pas. Et puis progressivement, à partir des années 70 ou 80, eh bien, il y a justement des livres qui ont associé un prénom masculin et un prénom féminin. Donc le clivage des genres se diluant quand même un petit peu. Il y a encore des inégalités. Je rappelle que les hommes gagnent 20%, je crois, de plus que les femmes. Bon, on ne va pas revenir sur les inégalités de genre que vous connaissez, qui sont à combattre. Mais il y a quand même une certaine dilution des effets de genre. Et aujourd'hui, alors c'est quand même avant tout les magazines féminins qui publient des articles sur le bonheur et les dossiers sur le bonheur. Ils sont avant tout dans les magazines féminins. Mais on en trouve aussi dans Le Point, l'Express. Et donc les choses quand même ont un petit peu évolué et le caractère genré. C'est vrai, vous avez raison. Mon exemple est mal choisi. Mais on en publie également dans Lui. Dans Lui ou dans FHM, il y a aussi quelques articles sur le bonheur. Beaucoup moins nombreux, c'est moins des marronniers, mais ça existe quand même. Voilà. Vous êtes rassasié? Est-ce que vous êtes heureux? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier infiniment pour votre intervention. Je vous remercie de votre attention. Qui a fait le bonheur des dames et des messieurs. C'était le bonheur des dames. Le bonheur des dames. Ouais. Ça précède quand même votre période d'études. Donc, prochain rendez-vous des entretiens le jeudi 12 mars. Entre-temps, n'oubliez pas de venir féliciter les auteurs IC1 au Salon du Livre IC1 les 7 et 8 février et de fréquenter le salon, les rencontres et dédicaces. Par ici, la rentrée littéraire, c'est une nouvelle manifestation qu'on vous propose.
Le dimanche 8 février, on aura quelques prix littéraires, Lydie Salver, prix Goncourt, quelques académiciens, François Dernagor, Dominique Fernandez, Dominique Bonnat, qui viennent présenter leurs livres et vous les dédicacer. Donc faites en sorte que cette manifestation culturelle nouvelle soit un succès. Et d'ici là, soyez heureux.